À toi, Sabrina. Et bonsoir et bienvenue sur Parole d'honneur. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. On est en live et on est ravis d'être là ce soir puisque nous recevons Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis et de Pierrefitte. Merci. J'insiste parce que C'est bien. c'est important. Maire élu au premier tour donc, pour la France insoumise et qui succède au maire PS. Alors c'est une victoire dont vous avez certainement beaucoup entendu parler puisque cette victoire a placé Bali et Saint-Denis au centre de l'attention des médias et aussi de l'extrême droite. Eh bien, ce soir, on va pouvoir discuter tous ensemble de cette victoire, des grandes questions autour de cette élection. On va aussi parler d'antiracisme, d'enjeux internationaux, de police et de stratégie, puisque les élections présidentielles arrivent très très vite. En tout cas, quand on a annoncé cette émission, Bali, notre public a été très enthousiaste, puisque je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont conscience que ta victoire, il y a des attentes, beaucoup d'attentes autour de ta victoire, des attentes de la part, bien sûr, des habitants de Saint-Denis et de Pierrefitte, mais aussi peut-être au-delà. Puisque ton élection dépasse largement le cadre municipal. Donc, bienvenue. Merci d'être là. Et puis surtout, félicitations pour ta victoire. Merci. Bien sûr, bravo. Franchement, c'est une victoire qui est belle. Il faut aussi la savourer. Au-delà des promesses et de ce qui va se passer, je pense que c'est important de savourer aussi des moments comme ceux-là. Et puis ce soir, tu es bien entouré, puisque tu as à ta droite Yazid Arifi. Oui. Bonsoir Yazid. Bonsoir. Militant décolonial, à Parole d'honneur. On a aussi Valdé, Sabrina, militante décoloniale aussi. Voilà. Et puis Statis Kouvelakis, philosophe. Militant. Tu es fondateur et contributeur de la revue Contretemps. Oui, Contretemps en ligne. Contretemps. Alors, pour commencer, peut-être avant qu'on rentre précisément dans la question de Saint-Denis, est-ce qu'on peut déjà donner une analyse un peu générale de toutes de ces victoires et aussi de ces nouveaux maires, comme toi, Ali, Bali, non, je pensais aussi à Ali Diouara à la Courneuve, à Stein, à Mantes-la-Jolie. Quelle signification on peut donner à toutes ces élections? Alors, peut-être, Bali, tu veux donner peut-être un... Oui, d'abord, déjà, merci pour l'invitation. Et donc, du coup, c'est vrai que le message qui est envoyé, en fait, que je perçois moi, c'est on a de plus en plus dans nos quartiers populaires la synthèse à la fois de celles et ceux qui nous ont précédés, dans les quartiers populaires qui ont mené des luttes, qui peut-être ont commencé à poser les bases, en fait, de notre arrivée à nous, en politique. Et désormais, on arrive à une étape où je pense qu'on est pas la phase ultime encore, mais on est quasiment dans la troisième étape, c'est-à-dire de celles et ceux, en fin de compte, qui sont chargés d'une véritable expertise, d'espérance, d'une véritable connaissance, en fait, de leur quartier, et qui sont désormais capables de s'organiser pour aller chercher des villes. Les villes où ils ont grandi, les villes où souvent, d'ailleurs, ils ont participé à faire en sorte que certaines se maintiennent en responsabilité, et ces mêmes personnes qu'ils ont maintenues en responsabilité, parfois, leur ont barré la route, et donc... ils ont fait trébucher, nous nous sommes relevés et nous avons construit patiemment, rigoureusement, mais de manière à la fois précise pour justement arriver à la victoire, notamment pour ce qui est de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Et donc, je trouve là que le résultat, par exemple, du 15 mars, mais y compris celui du 22 mars, vient traduire une forme de revanche, en fin de compte. Un retour un peu à ce qui a été... me semble-t-il, un peu volé à tous ces gens, en fin de compte, qui ont agi depuis des années, que ce soit nos femmes dans les quartiers qui tiennent, en fin de compte, un certain nombre d'initiatives dans les quartiers, que ce soit ces hommes qui ont porté aussi des sujets autour, les luttes sur Indoma, que ce soit bien sûr les questions des violences policières, que ce soit les questions y compris d'accès aux droits. En fait, tous ces acteurs qui souvent ont été relégués uniquement à ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des gens qui ont une véritable indignation face à des réalités concrètes vécues, et qui du coup se sont mis en mouvement. Et cette mise en mouvement, en réalité, a toujours été un peu retardée dans leur progression et dans leur accès à des responsabilités de haut rang. Et j'ai envie de dire que la troisième étape que moi j'observe, c'est on arrive maintenant à atteindre cet objectif-là, au nombre conséquent d'ailleurs, parce que ce qui se passe le 15 mars, bien sûr c'est inédit, il y a très longtemps qu'un maire à la tête de Saint-Denis ait gagné dès le premier tour, donc
à plus forte raison, un héritier de l'immigration, et puis y compris ouvrière. Donc ça, c'est quasi inédit. Et ensuite, le 22, il y a l'onde de choc, moi, de ce que j'observe, et c'est vraiment, je l'ai su parce que les gens m'ont appelé. Moi, je me suis dit, bon, c'est un truc assez local, Saint-Denis, Pierrefitte, bon, déjà, on a fait le bout du travail, c'est bon. Mais quand je voyais l'élan de solidarité, de soutien qui venait de partout, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et quand j'ai, par exemple, Bassi Konaté qui m'appelle pour me dire, franchement, merci Bali, je dis, mais moi, j'ai rien fait, j'ai pas été de soutenir, je devais y aller, mais j'ai pas été. Je dis, non, me dit, mais en fait, ce qui s'est passé, il y a une onde de choc, en fin de compte, qui s'est passé au premier tour 15. Et qui, en fin de compte, est venu propulser. Voilà, est venu propulser, en fin de compte, je veux dire, tout. Alors, moi, j'analyse le fait que c'est aussi des candidats qui ont d'abord un ancrage local. Parce que c'est pas vrai que la dynamique, en fait, dès le premier tour, y compris victorieuse sur Saint-Denis, si elle propulse, elle ne permet pas d'obtenir la victoire s'il n'y a pas d'ancrage. Voilà, elle va te permettre de faire un petit score et compagnie, de mettre de l'éclairage sur quelqu'un. Mais si la personne est inconnue au bataillon, qui n'a pas d'ancrage, qui n'est pas identifiée, y compris par ses pairs sur le quartier, ça tape à côté, quoi. Et donc, je trouve que ça, c'est cet élément-là. Et donc, pour moi, et je finirai mon propos par ça, c'est aussi un point d'étape qui redonne, en fait, une forme de fierté à ce que nous sommes. C'est-à-dire que souvent, on a été les stigmates, en fin de compte, d'échecs. Parce qu'on a eu beaucoup de collectifs, y compris de quartiers populaires, qui ont tenté des listes citoyennes. Et je trouve qu'on arrive maintenant à ce niveau de maturité, en fin de compte, de tout ce qu'on a essayé par le passé, qui parfois ont été perçus comme étant des échecs, mais qui sont, à mon avis, au service d'un processus d'enrichissement, en fin de compte, d'une dynamique qui prend maintenant corps et qui prend sens et qui se voit maintenant. Alors qu'avant, on était dans du tâtonnement. Et je pense que là, on a convergé vers quelque chose. Alors on n'est pas encore à l'excellence, mais on n'est pas loin pour l'instant. Voilà. Ça a pu constituer une surprise aussi, toute l'émergence de ces nouveaux maires. Comment vous analysez aussi cette percée, est-ce qu'on peut parler de percée d'une certaine manière, de ces maires ancrés aussi dans les quartiers populaires Je dirais que la victoire de Bali à Saint-Denis est emblématique de mouvements très profonds dans la société française. Et il vient déjà d'ouvrir quelques pistes. Il y a une quinzaine d'années de cela, un sociologue, Olivier Masclet, avait publié un livre avec un titre emblématique. Il avait fait une enquête à Gennevilliers et ça s'appelait « La gauche et les cités, un rendez-vous manqué ». Eh bien, je crois que là, on peut dire que le rendez-vous a été en train de se faire, mais pour qu'il se fasse, il a fallu que la gauche se transforme elle-même. Ouais. Et ça, je crois que c'est l'un des enseignements de ce premier tour, avec la victoire de Bali et d'autres, à la percée de la France insoumise dans un certain nombre de villes emblématiques, Roubaix, mais aussi, évidemment, Saint-Denis, Vénissieux, voilà, là, dans la banlieue lyonnaise, Vaux-en-Velin, je veux dire, pour des gens comme moi qui ont vécu les années 80-90 ici, la victoire de Vaux-en-Velin, ça veut dire beaucoup de choses. Mais ça dépasse aussi. Donc la France insoumise a été le catalyseur, je crois, de cette dynamique politique, et Bali nous en dira davantage. Mais ça dépasse la France insoumise, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire les victoires de Mantes, les victoires de Sarcelles, par exemple, montrent qu'il y a véritablement quelque chose de très profond qui est en train de se passer et qui renoue avec une histoire ancienne. Saint-Denis est une ville emblématique. Dans les années 1920, sa conquête par le Parti communiste, sa transformation en laboratoire de ce qu'on appelait le communisme municipal a été une étape extrêmement importante dans le développement du mouvement ouvrier dans notre pays, dans la capacité de ces populations à acquérir une fierté, une dignité et des avancées concrètes justement qui transformaient la ville au quotidien. Et maintenant, il faut voir, et je crois que c'était le sens de ton propos introductif, à la fois une continuité mais un profond renouvellement de cette histoire qui est aussi celle qui t'a formé, parce que finalement tu as commencé aussi à travailler à l'intérieur de ce cadre qui a été brutalement interrompu par le mandat Hanotin, dont il faudra, je crois, parler et comprendre justement ce qui s'est fait, ce qui s'est joué, et maintenant justement quel est le ressort profond justement de cette victoire et tout le travail qu'avec des militants bien sûr et des militantes localement tu as fait pour renverser cette situation. Moi, je partage l'idée que, alors en fait, le scrutin municipal, c'est un scrutin qui est structurellement compliqué pour des organisations qui se veulent en rupture avec l'ordre établi, néolibéral, mais l'ordre établi de manière générale. On l'avait vu en 2020. D'ailleurs, en 2020, il n'y avait pas vraiment eu de liste insoumise à proprement parler. Là, déjà, on sent qu'il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. Et pour le coup, sur une élection sur laquelle on a structurellement, pour le coup, c'est une analyse qu'on peut faire à l'échelle de tout le pays, un taux d'abstention qui est extrêmement élevé. Et Dieu sait que les taux d'abstention élevés, en général, jouent assez peu en notre faveur, plutôt en faveur des candidats
notables, des représentants, on va dire, de la bourgeoisie municipale. Donc, je pense que toutes les victoires municipales qui sont, du coup, dans notre camp, sont des victoires, tu parlais de percée, c'est vraiment des victoires par effraction, et qui sont le fruit, en général, d'un long travail de sape, donc tu as commencé un peu à aborder tout à l'heure, d'autant plus complexe que, pour le coup, dans les coins de chez nous, là, le 93, les villes qui ont été historiquement, surtout la banlieue rouge, gouvernées par des communistes, ensuite des socialistes, des villes comme Pantin, Aubervilliers, enfin pas Aubervilliers, Lila, Bagnolet, etc., ont, comme tu disais tout à l'heure avec le livre dont tu parlais, vécu les trahisons et les déceptions à répétition, qui ont d'ailleurs dans certaines villes ont même amené à l'arrivée de la droite au pouvoir. Je pense à Aubervilliers qui repasse à gauche fort heureusement là Bobigny en 2026. avant. Bobigny, etc. Et donc pour moi l'enjeu maintenant c'est de surfer sur la vague qui est en train de s'installer grâce à la France Insoumise, qui est quand même l'organisation dans tout le paysage politique qui rend possible ce genre de choses. Surfer sur cette vague-là et lui donner du coup un ancrage dans le temps qui soit vraiment structurel. On l'a vu un peu émerger avec les européennes où le résultat était déjà meilleur par rapport à celle de 2019. Reste à voir du coup comment est-ce que, à la faveur notamment de vos performances, la tienne, à Sarcelles, à Vaux-en-Velin, etc., comment est-ce qu'on va réussir à la Courneuve, comment est-ce qu'on va réussir à montrer l'exemple et ouvrir les portes à d'autres... Justement, tu dis, à d'autres communes. Tu dis, Bali, que tu veux faire de Saint-Denis la ville de l'insoumission, ce qui est une belle ambition, que ce soit un modèle aussi, une ville modèle pour donner envie aussi de faire confiance à ta famille politique, à la France Insoumise. Alors on peut peut-être justement parler aussi de la difficulté que ça va être parce que tu hérites d'une mairie PS. C'est un héritage lourd, j'ai envie de dire, duquel tu parles. Alors tu as fait beaucoup d'engagement, de promesses pendant ta campagne. Quelle va être la stratégie pour remettre, je dirais, à flot Que signifie finalement Mathieu Hanotin? Parce que là, on voit que c'est pas n'importe quel PS. Hein. Là, c'était. C'est un PS de droite. Voilà. C'est clair, assumé. Ouais, moi, je voudrais revenir sur. Moi, je trouve que dans un temps record, pour connaître un peu la ville, ce monsieur a quand même été d'une efficacité redoutable pour tout déconstruire et faire les choses en direction de ce qu'il pouvait prétendre comme être son électorat présent et futur, c'est-à-dire organiser. Gentrifier la ville. Bon, il y avait déjà des projets en cours. Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression que sur ces 6 ans-là, il s'est dit on déglingue tout et je fais une politique à destination d'un électorat possible. Parce que... Non, mais tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que là, l'histoire, ce qui a pêché dans la stratégie de Mathieu Hanotin, apparemment, parce qu'à la base, il n'est pas de Saint-Denis. Alors nous ne sommes pas, on va dire oui, mais parce qu'on n'est pas de Saint-Denis, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. Ça, c'est le débat souvent qu'on dit mais non, t'as vu, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous, il n'y a que vous, oui, mais il n'y a que nous. Il y a l'ancrage. Il n'y a que l'ancrage et l'ancrage, ça compte. Donc ça, c'est une réalité concrète. Parce que l'ancrage, ça dit qu'on ne peut pas faire des erreurs qui sont des erreurs fondamentales pour moi, qui est de dire, nier en fait l'histoire de cette ville. Ça, c'est la première chose. 2, nier les interconnexions en fait qu'il y a en fin de compte historiquement dans ces quartiers. Voilà. 3, un territoire qui s'est issu, en fait, qui s'est construit, en fin de compte, par le brassage, en fait, de gens qui sont héritiers d'immigrations successives et qui ont, au fur et à mesure, constitué, en fin de compte, je veux dire, une base commune qui est quand même au cœur de la démocratie, où, en fin de compte, les gens sont habitués, en fait, à échanger avec eux. Et un autre aspect, c'est une population qui a toujours considéré que, et c'est lié à son histoire, qu'il fallait systématiquement s'arrimer, en fait, à son indignation pour agir et résister, pour aller arracher des choses. Donc, c'est des gens, en fait, qui ont besoin d'être en mouvement et qui s'indignent systématiquement. Donc ça, c'est les fondamentaux qui, quand on ne les connaît pas, forcément, on fait des erreurs politiques majeures. Après, si on rajoute à ça le fait qu'on est quasiment, je veux dire, dans une forme de confusion générale à gauche, notamment pour le Parti socialiste, il n'a rien de gauche, qui n'a déjà en 2020 avait posé une campagne exclusivement orientée sur les logiques sécuritaires, donc très à droite, assumée, puisqu'il était dans une logique pour aller capter l'électorat de droite. Donc ça, c'est très clair. Le volet social, c'est un impensé considérant qu'en fin de compte, que la question sociale, c'est avant tout la question du clientélisme, la question à la fois, je veux dire, de pouvoir faire de l'assistanat. C'est pas une question politique pour eux. La troisième chose, c'est de considérer que cette jeunesse, c'est un problème. Et donc, il faut mater. Voilà, par la sécurité. D'accord ? Et qu'il ne faut surtout pas les accompagner par des animateurs. Et que
les professionnels qui entourent la jeunesse, notamment les animateurs jeunesse, ce sont avant tout, en fin de compte, des gens qui sont à combattre. Ce qui fait qu'il a fait l'essentiel de sa politique pour tabasser, entre guillemets, je veux dire, les professionnels, fermer les structures jeunesse, voilà. Donc, quand vous mettez ça bout à bout, forcément, vous êtes dans une logique complètement suicidaire et vous prolongez ça avec l'attaque en règle contre la mobilité des seniors. Vous supprimez les lignes de bus qui font le lien, en fin de compte, avec les différents quartiers. Bon, là, clairement, vous créez les conditions, véritablement, de dire que vous avez fait un acte politique qui est complètement contraire à la doctrine, en fait, commune que nous avons, nous, à Saint-Denis. Et forcément, vous vous installez dans une logique qui n'a absolument rien à voir avec la ville, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il est déconnecté. Et la déconnexion, elle se fait de manière assez criante, puisqu'il est obligé de porter un gilet pare-balles pour aller sur un quartier, notamment Gabriel-Péry. Donc voilà, donc là, on est, ça y est, là, on a atteint, là, on est dans le nuage, là, c'est fini. Donc là, c'est fini. Donc en réalité, ce maire était un maire, en fait, de transition qui, en un délai extrêmement court, a complètement cassé le service public, parce qu'il faut le reconnaître, a maltraité une personne communale. Nous, notre victoire, quand à la fin, il y a la victoire, mais les gens, c'est un ouf de soulagement, quoi. Les gens étaient martyrisés. Donc, c'est quelqu'un, en fin de compte, je veux dire, qui n'aime pas la population, qui n'était pas reconnu par sa population, et qu'il a considéré que c'était une population, notamment, je veux dire, à plutôt malmenée, au profit d'une autre population, qui d'ailleurs, dans les urnes, lui ont dit, en fait, non, nous, on veut faire partie de la communauté de destin prônée, en fin de compte, je veux dire, par le candidat de la France Insoumise, donc Bali Bagayoke, puisque même celles et ceux pour qui il a pensé faire une politique avec une logique de gentrification, les couches moyennes aisées et compagnie, même ceux-là ne se sont pas retrouvés dans le projet de société qu'il voulait, puisqu'il prend quasiment 20 points d'écart dès le premier tour. Voilà, donc c'est clair et net. Donc ça veut dire que derrière, et c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive aussi à construire, moi je pense que cette séquence-là doit nous amener à prendre en fin de compte le regard de chacun, en fin de compte, de ces collectivités locales avec la singularité, mais en même temps, il y a un tronc commun en fait à tout cela. Un, ce sont des candidats à la fois, je veux dire, qui sont vraiment ancrés sur les territoires. Deux, ce sont des candidats qui sont reconnus par leur pairs sur les quartiers, qui ont une fine connaissance. Trois, ce sont des candidats qui sont agrégés par le temps aussi, qui ont développé des compétences réelles et qui n'ont rien à attendre, notamment, je veux dire, de la noblesse des pouvoirs classiques. Le Blanc en particulier, qui bien sûr, lui, il a une trajectoire qui est une trajectoire heureuse. De père en fils, bon là, il prend nous, on a construit en fait cette trajectoire. Ouais, tout à fait. On a construit ces trajectoires-là, donc c'est beaucoup plus difficile. Et 4, il y a une stratégie de campagne qui souvent nous a manqué pour les anciens, les citoyennes et tout ça. Oui, voilà, on se met en tas, on connaît qu'on a une légitimité, on se connaît les uns les autres, mais c'est pas une stratégie, ça suffit pas ça. On a désormais une stratégie et on est capable, y compris, de bâtir des programmes. On n'est pas juste sur l'émotionnel. On n'est pas genre lui il m'énerve, je monte une liste. Non, on est y compris sur des gens en fait qui ont construit, qui ont une vision. Et donc là, forcément, on a coché en fait toutes les cases et c'est pour ça que ça marche. Et puis si après à ça, on arrive aussi à adhérer désormais à des formations politiques qui font sens avec la démarche dans laquelle nous sommes, parce que c'est ça en réalité. C'est pas que moi j'ai pas épousé la stratégie de la France Insoumise, je suis déjà un insoumis dans l'âme. Qu'ensuite le mouvement de la France Insoumise soit né et que ça fait une dizaine d'années qu'elle existe, mais avant la dizaine d'années, moi j'existe en tant que Bali Bagayoko impliqué déjà dans le territoire. Et c'est valable pour plein de mes camarades. Oui, t'es pas un jeune de quartier qui débarque comme ça. Donc ça c'est important. Non, et c'est vrai que la stratégie inversée de la France Insoumise en tant que telle a su à la fois venir déjà épouser cette réalité-là et lui donner l'élément dynamisant d'une force politique nationale. Et qui du coup fait sens en fait. Et bien forcément ça coche, et forcément ça propulse. Ouais, Bali, voilà. je voulais quand même particulièrement te féliciter parce qu'on se suit pour, comment dire, l'acharnement avec lequel tu n'as rien lâché, quoi. Ouais. Et moi, je disais, Bali, tout pendant qu'il y avait, tu vois, toute la période anotane, on était désespérés, on était en désespérance. Tu sais très bien que moi, je travaille avec si t'avais là-bas, ça va. C'était cataclysmique. Et je me disais, mais Bali ne lâche rien. J'avais l'impression que tu étais le maire de Saint-Denis déjà, tu vois. Et je me disais, mais c'est incroyable, le gars ne lâche rien. Et heureusement, et tu l'as fait pour nous tous. Donc, bravo. Merci. Bravo pour ton exigence. J'ai envie de te poser une question sur la variable clé, je crois, qui est celle de l'abstention. Et bon, ta campagne a certainement permis de mobiliser par rapport à 2020. Il y a 4 points, je crois, de participation en plus. Malgré tout, ça reste faible. On est à 43%, je crois, 43 et quelques de participation. Comment est-ce que tu analyses à la fois ce résultat et comment est-ce que tu vois ça dans la perspective d'avenir Et je pense ici en particulier, si tu veux, du point de vue de la France Insoumise et de sa stratégie, qui est de mobiliser, comme tu sais, les abstentionnistes, et en particulier dans les quartiers populaires, pas seulement bien sûr, mais là il y a une abstention massive et un potentiel, bien sûr, qu'on sent qui est là. Il y a des pas qui ont été faits. Comment
et comment est-ce que c'est possible d'aller plus loin finalement? Pour moi, l'abstention, c'est un objet de travail. C'est un objet de travail qui appartient à tout le monde, mais force est de constater que la formation politique qui s'en empare le plus, c'est la France Insoumise, il faut le reconnaître. Moi, j'ai aucun de mes concurrents, là, dans le cas des élections, qui a fait un travail sur les inscriptions, sur les listes électorales, d'aller vers et compagnie. Nous, on l'a fait depuis le départ de la campagne. On n'a fait que ça, d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est une réalité concrète. La deuxième chose, c'est bien sûr que nous considérons qu'il faut être sur le tournant. C'est-à-dire que même les 4, 5, 6 points, mais nous, on avait considéré déjà qu'on était capable de gagner dès le premier tour. Alors, c'est vrai que se poser comme ça, comme ambition, gagner dès le premier tour, y compris de mettre un concept avec le un coup KO. Un coup KO, mais c'était pour emmener le sujet, mais c'était aussi de dire que c'est possible, de dire c'est possible et de le démontrer. De dire que si nous arrivons à réveiller dans la masse des abstentionnistes une part importante de notre électorat, on gagne dès le premier tour. On gagne le premier tour. Saint-Denis, c'est 80% de l'électeur, ils votent à gauche, en fait. Donc c'est réel. Et juste pour, comme ça, avoir une idée, par rapport au centre-ville, nous, c'est clair, la proportion. Alors, voilà, c'est simple, ça, tous les bureaux de vote, en fait, sur Saint-Denis ont été renversés. Nous avons tous emporté. Ah ouais. Tous les bureaux de vote sur Pierrefitte, à part 2, qui sont des bureaux où on perd c'est une voix. Ça se joue à une voix, deux voix. Donc en réalité, il y a un tsunami qui a été fait. Donc ce tsunami-là n'est pas juste lié aux beaux yeux de Bali et compagnie, d'autant plus que moi je suis moins identifié, par exemple, sur Pierrefitte. Ouais. Moi je suis vraiment natif de Saint-Denis. Donc ce qui veut dire que la dynamique qu'on a enclenchée, l'adhésion populaire, y compris aux programmes qui ont été faits, notamment le bouquet social que j'ai porté pendant la campagne, a aussi en fait emmené. Et puis après, il y a le un coup KO, ça c'est plus à destination des jeunes. Le un coup KO, c'est plus à destination des jeunes qui ont fait déjà des t-shirts, on a fait des vidéos, parce qu'il fallait faire adhérer en fin de compte les jeunes en fin de compte à un concept, qui est un concept qui pour certains peut être uniquement du marketing, mais pour eux, quand on dit un coup KO, ça construit en fin de compte une identité, ça rapproche en fait avec le candidat et ça emporte aussi le programme avec. On ne s'en rend pas compte, mais pour moi, j'ai vraiment l'intime conviction que ça a beaucoup joué aussi. Parce que quand tu vas dans le truc, tout le monde me dit un coup KO. Oui, c'est la on veut tous un t-shirt. Voilà, on veut tous un t-shirt. Voilà. Et je pense qu'il faut un équilibre entre à la fois d'avoir quand même un programme sérieux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'ensemble. C'est un programme sérieux, une dynamique de campagne, une organisation structurée, un rythme de campagne, y compris nous, on a assumé de nationaliser la campagne. Parce que certains vous disent, ouais, mais c'est une élection locale, mais qu'est-ce que vous allez faire, aller chercher des députés qui viennent de partout et compagnie? C'est parce que nous étions les seuls à pouvoir le faire. Parce qu'il y avait une cohérence parfaite entre ce que nous portions en termes de rupture, avec nos parlementaires qui combattent notamment, je veux dire, la Macronie au niveau national, et ce que nous portions. Et ça faisait sens en fin de compte. Donc pour les gens qui ont voté massivement sur les européennes, qui ont voté aussi, y compris dans le cadre des élections présidentielles, c'est cohérent pour eux. Nous, notre objet, c'était d'aller chercher en fin de compte les 15 000 à 20 000 électeurs qui, de manière constante, ont voté pour la LFI. Il fallait réveiller. Et ça, moi, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas Manon Aubry, voilà. Mais il y avait quelque chose qui faisait sens. C'est la raison pour laquelle Manon est venu, que Jean-Luc est venu, parce qu'il fallait donner en fait un récit qui est de dire, voilà, nous sommes la cohérence. Nous sommes la cohérence. Vous avez voté pour les élections européennes, vous avez voté pour les élections présidentielles. La cohérence veut que vous soyez avec nous, en fait, pour les élections municipales. Ouais. Donc, il fallait construire un récit comme ça. Il y a l'alliance avec le Parti communiste aussi. Hein. Après, il y a l'alliance avec... Après, pourquoi c'est un élément important. Comment tu évalues ça Bon, pour être totalement transparent, moi, je suis attristé parce que je pense que... Alors, heureusement qu'on n'a pas attendu, parce que je veux dire qu'on veut. Moi, je veux bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retient juste la conclusion. J'oublie pas la nuit tombée, celles et ceux qui complotaient, celles et ceux qui considéraient que Bali n'était pas légitime pour être tête de liste, celles et ceux qui considéraient qu'il fallait lui tordre le bras. C'est pas nouveau, ça, au Parti communiste. On le sait parfaitement. Alors, Parti communiste français, et malheureusement, il y a aussi dans nos propres familles politiques, parce que c'est aussi ça, parce qu'une fois que tu as perdu une première fois, j'ose imaginer comme on est sur... Nous, on est les seuls, les blacks et les beurs, on est les seuls, on nous met une date de préemption. Mais le problème, c'est que tout le monde peut nous mettre une date de préemption. Tout le monde. Chacun se sent autorisé à nous mettre une date de préemption. Bali, il a perdu une fois, la date de préemption, c'est fini, il faut qu'il se mette sur le côté. Ben non. Nous sommes quasiment convaincus d'une chose, et c'est la raison pour laquelle nous avons été tenaces. C'est pour ça que nous avons été très tôt en campagne. Combien même les gens étaient en train de miauler à droite à gauche pour expliquer « Ah, mais ils n'ont pas attendu, ah, pourquoi ils n'ont pas discuté avec nous ?» Mais non, on part en campagne parce que si on veut récupérer la ville, c'est 1 an qu'il faut partir avant. 1 an. D'autant plus que moi, je n'étais pas au conseil municipal. Hein. Je ne suis pas au conseil municipal de Saint-Denis depuis 2020. Donc, il y avait un travail conséquent à faire. Ensuite, effectivement, honneur au Parti communiste français, parce que dans la séquence dans laquelle il est faire le choix de venir avec la France Insoumise, où ils sont flingués quasiment au niveau national, il faut avoir ce putain de courage de le faire, il faut le reconnaître. 2, je regrette qu'ils soient arrivés un peu tard, parce qu'en réalité, nous, la campagne elle est déroulée depuis quasi 1 an, vous arrivez quasiment, je veux dire, le 15 décembre, si on passe les fêtes, bon, on fait 2 mois de campagne, et on vous emmène quasiment, je veux dire, la ville la plus importante, et puis vous avez des sièges. Bon, très bien, bon, c'est pas grave, c'est le partage.
Et puis ensuite, on a les collectifs citoyens avec Seine-Saint-Denis au cœur, qui ont été aussi là avec nous depuis le mois de novembre. Donc, cette alliance-là, elle a permis aussi d'aller chercher, en fin de compte, le premier tour, et puis de donner une dynamique que nous voulons conserver, qu'il faut renforcer, dans le cadre des perspectives aussi des élections présidentielles. Nous avons vocation, au moins à l'échelle de Saint-Denis, d'être un peu la formation politique, citoyenne et en capacité de rassembler, mais sur une base de rupture. C'est la raison pour laquelle la position avec, notamment, je vais dire, Mathieu Hanotin était très claire. C'est-à-dire que les électeurs, l'objectif qui était de dire montrons la différence entre Mathieu Hanotin et nous, ben, ça a été sur la rupture. Et je pense que ça a été perçu comme ça. Et c'est ce qui fait qu'en fin de compte, ça a coché. Parce qu'on aurait pu faire un truc milleux. Voilà, mais je pense que ça a marché. Justement, on va peut-être aborder un sujet précis. Je vois aussi que dans le chat, ça les intéresse. Tu parlais de rupture avec Hanotin. Tu as annoncé hier ou avant-hier de faire entrer Saint-Denis dans un processus de désarmement de la police municipale, notamment avec le LBD, avec le LBD. Alors, c'est une revendication des luttes contre les violences policières, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, nous, on regarde ça en tout cas d'un bon œil. Tu as aussi été soutien de collectifs militants contre les violences policières. Comment tu vas pouvoir gérer cette marge de manœuvre, puisque d'un côté, tu parles aussi de bavure, que tu veux, de l'autre, on sait maintenant qu'il y a une violence structurelle de la police. Comment tu vas réussir un petit peu à gérer cette situation ? Nous, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons une expérience de gestion des villes, nous connaissons nos villes. Et moi, je ne suis pas là pour expliquer qu'en fin de compte, à Saint-Denis, tout est parfait, qu'il n'y a pas de délinquance. Il y a la délinquance. Le seul sujet, c'est que je dis que si nous voulons réduire la probabilité de jeunes déviants sur l'espace public ou en général sur la ville, alors c'est en amont. Moi, je suis d'abord pour m'attaquer à l'insécurité sociale. Mettre des moyens très en amont. Parce que plus on mettra des moyens en amont, et moins on aura en potentiel de jeunes qui peuvent être appelés par l'industrie de la rue. Donc ça, c'est un principe basique. Donc il y a le choix qui est fait par Mathieu Hanotin, qui est de dire, ça, ce sujet-là, ça ne sert à rien. Mettre des moyens sur l'insécurité, ça, c'est du n'importe quoi, parce que sur un plan marketing, ça ne passe pas, sur un plan politique, ça ne passe pas. Voilà. C'est de mettre la logique sécurité. Donc c'est 40% du budget de la ville qui a été augmenté, notamment sur la sécurité, 20 millions d'euros supplémentaires, traduction concrète, inefficacité record et perte de la ville. Donc, ce qui veut dire que, voilà, donc c'est pas parce qu'on met des moyens financiers sur les logiques sécuritaires qu'on remporte sa ville. Donc, c'est pas vrai. Donc, c'est dit que, à partir de là, nous considérons que notre objectif, c'est, on a été très transparent, on supprime le LBD. On supprime le LBD parce que nous considérons que la police de proximité n'a pas besoin d'avoir le LBD. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est documenté en termes de danger. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la police municipale, aujourd'hui, il y a 47 quasi-collectivités locales qui ne disposent pas de police municipale armée, hein. Donc, ce qui veut dire qu'avant 2020, en fait, la police municipale de Saint-Denis n'était pas armée. Et nous n'avons pas plus de délinquance ou autre. Toi, tu dis que la police municipale est une nécessité, mais désarmée. Voilà, moi je considère que, autant par exemple, je ne suis pas d'accord avec la révolution parlementaire qui dit qu'il faut supprimer la police municipale. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai une haute estime du service public, de tranquillité publique, en général. Et donc, je ne vais pas commencer par dire j'arrive en responsabilité, je supprime la police municipale. Non, ils ont une utilité. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on revienne en fait à ce qu'ils sont à la base. Ce sont des gardiens de la paix, des gens qui travaillent en proximité, et des gens, bien sûr, qui sont en capacité d'intervenir. C'est pas parce que si on est sur une police de proximité qu'on n'est pas capable d'intervenir. Moi, le sujet, c'est que, au même titre qu'un animateur qui peut rencontrer et discuter avec un jeune, c'est pas parce que le jeune, il t'insulte, c'est pas parce que le jeune, il se comporte mal que tu te trouves à le frapper ou à te rouler par terre avec lui. Ben, c'est pareil pour la police municipale. C'est pareil. C'est exactement pareil. Est-ce qu'en faisant ça, je suis anti-police ? Non, je suis juste, à un moment donné, quelqu'un de responsable, c'est tout. Donc, le sujet, il est là. Donc, ensuite, sur la question du processus du désarmement. Bien sûr qu'une fois qu'on a enlevé le LBD, il reste un certain nombre d'armes. Parce qu'il y a les armes à feu, il y a le taser, il y a encore les bombes lacrymogènes qui existent encore, bon, il y a le tonfa et compagnie, bon, et puis après, il y a les méthodes. Voilà, donc ensuite, la doctrine, en fait. La doctrine. Donc nous, on repose en fait la doctrine. Dans la doctrine, ouais, tu as tous les racistes qui disent « Ah, mais oui, ça veut dire qu'en fin de compte, vous êtes en train d'organiser en fait, le défonçage en fait, des agents. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien, donc ils vont se faire massacrer, en fait, vous les envoyez. Moi, je connais ma ville. Donc je sais très bien qu'à un moment donné, ces agents, ils doivent être en capacité, comme ils l'ont fait avant 2020, de s'organiser et d'être des professionnels tout en respectant le cadre légal. Donc on modifie la doctrine. Et s'il y a des policiers municipaux qui ne se sentent pas à l'aise avec ce sujet, moi j'ai pas de problème avec ça. On a vu ce chiffre-là, vous l'avez vu passer. Ouais, 90. Alors c'est un chiffre policier, donc je ne sais pas. Ce sont des menteurs. C'est des menteurs.
Explique Bali. J'ai vu, moi j'ai découvert, parce que j'ai vu un message sur les réseaux sociaux, on dit il y a 90 policiers municipaux sur 140 qui ont déjà fait valoir le fait qu'ils vont partir. C'est faux. Mais c'est des menteurs. C'est faux. C'est des menteurs. C'est des menteurs, parce que moi j'ai posé la question, je veux dire, au directeur de la tranquillité publique, il m'a dit non, monsieur Bagayoko, je vous confirme qu'il y en a un seul qui l'a fait. Les 90, ils n'existent pas. Donc c'est des menteurs. Mais c'est normal, parce que c'est l'industrie raciste et compagnie qui essaie de faire monter la pression avec Alliance derrière. On n'annonce pas désarmer la police comme ça, sans que ça ait des conséquences, évidemment. Alors, les conséquences, nous on les connaît. Les conséquences, c'est de dire quoi? C'est que moi je pense que la grande majorité, en fin de compte, des agents de la police municipale sont des gens respectueux et des gens qui sont en capacité de s'adapter. Il y a une petite minorité qui, bien sûr, était venue à Saint-Denis pour massacrer les gens. Ah d'accord, mais nous, on n'est pas un laboratoire pour défoncer les gens. C'est pas ça le laboratoire, non. Nous, on vous dit, oui, vous avez le droit de venir à Saint-Denis, mais sur la base d'une doctrine révisée. Si ça vous plaît, c'est tant mieux. Si ça vous plaît pas, parce que vous voulez retrouver la doctrine imposée par Mathieu Hanotin ou voir celle de Ciotti, ben, vous allez là. C'est pas grave. C'est pas compliqué. L'un des problèmes avec la police municipale ne réside-t-il pas dans le fait que l'État se décharge de plus en plus de sa fonction qui est liée à la police nationale et délègue ça aux municipalités? Mais c'est le désaccord qu'on a avec Mathieu Hanotin. Lui, il a considéré en fin de compte que on peut, parce que la réponse c'est ça, c'est de dire nous, on n'a plus besoin d'État. Genre l'État est, mais ça c'est une posture de lâche. C'est une posture de lâche. C'est-à-dire que à partir du moment, c'est comme si on dit maintenant, ben nous, on n'a plus besoin du ministère de l'Éducation nationale, on va se débrouiller tout seul. D'accord, mais oui, mais d'accord, mais pourquoi à Paris, l'État met des moyens pour l'éducation, il met des moyens pour la sécurité? Moi, je dis juste une chose, c'est que l'État a sa responsabilité, il doit l'assumer. Et s'il l'assume pas, on va l'interpeller. Et s'il l'assume toujours pas, on va aller bordéliser les choses et lui dire. Pourquoi? Parce que si on le fait pas, c'est-à-dire que c'est 340 millions d'euros de la ville qui vont être consacrés, en fait, à compenser les désengagements de l'État. On ne sera pas capable de le faire. On n'a pas des milliardaires chez nous. Donc on ne peut pas le faire. Donc lui, il a fait le choix de dire... Je renonce en fait à exiger, donc à combattre l'État et lui exiger qu'il prenne ses responsabilités. Il y a des rapports excellents qui ont été faits sur l'ensemble des prérogatives en fait de l'État. Il est défaillant sur la question sociale, défaillant sur la question de tranquillité publique, défaillant sur la question éducative. Bon, voilà, ça c'est une réalité concrète. Lui, il refuse de combattre. Il n'a rien fait dessus, il n'a pas interpellé. Donc il dit, moi je fais tout seul, je vais faire le shérif et j'augmente les moyens et compagnie de cela, mais pour une efficacité qui est totale. Inefficacité totale. Sur cette histoire, c'est important la question du rapport de force avec l'État. Parce que là, tu dis quand même, je pense que c'est un constat qu'on peut faire dans toutes les communes de France, surtout les nôtres, là, en Seine-Saint-Denis. L'État se désengage. La dotation consacrée aux municipalités, elles font comme les Jeux Soleil, surtout depuis Hollande. Bien sûr, surtout en plus. L'accélération. C'est vrai. Ce qui fait que du coup, les communes se retrouvent tous les ans, surtout avec les budgets un peu surprises qui sont votés avec une absence de majorité. Tu te retrouves parfois à devoir couper dans des budgets de manière très conséquente. Bien sûr. Comment est-ce que tu comptes construire ce rapport de force avec l'État concrètement sur des sujets qui vont concerner le quotidien des habitants de Saint-Denis? Est-ce que tu as déjà en tête, je ne sais pas, de construire, tu vois, un front avec d'autres maires qui, je pense, partagent quand même, tu vois, ce diagnostic-là? Et comment tu fais pour peser, en fait? Parce que concrètement, on peut le voir chez nous. Moi, j'habite à Pantin. Il y a des problèmes très concrets auxquels on est confrontés. Et sur lesquels, en fait, en général, tu vois beaucoup de maires, surtout les maires, tu vois, PS, centristes, qui vont te dire, en fait, ça, c'est pas notre rôle. C'est pas vrai. Tu vois, je pense notamment, tu vois, aux exilés qui se retrouvent sous les ponts, tu vois, d'Afghanistan, etc. Sur les enjeux d'insalubrité, d'expulsion de squats. Souvent, en fait, on renvoie la balle à l'État. Et on en reste là. Donc, ça serait intéressant que... Nous, on n'a pas... En fait, moi, la logique, c'est que le fait déjà d'être un militant insoumis, voire un maire insoumis, bon, tout de suite, ça met toutes les institutions sous trembleur. Parce que ça coche avec « Ah, c'est des fous furieux, alors ils ont toujours un coup d'avance, ils vont bordéliser le truc et compagnie ». Bon, déjà, ça force le respect, en réalité. Donc, quand ils pensent ça, c'est que c'est bien, on est sur le bon chemin. La deuxième chose, c'est qu'après, derrière, il faut ensuite s'organiser, parce que c'est vrai qu'il faut les prendre de partout. Il faut les prendre de partout, donc il faut faire la toile d'araignée en associant... toutes les qualités locales qui sont nos camarades en fait en humanité, mais qui sont aussi nos camarades en indignité, parce qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes de logement et tout ça. Donc ça coche. Donc du coup, il faut faire un maillage, parce que plus on est nombreux, plus on arrive à faire tordre le bras. Et puis après, il faut débusquer tous les traîtres et tous les complices. Le Parti socialiste, au niveau national, bon voilà, ils se sont abstenus, ils ont fait voter un budget, 4 milliards en moins pour les collectivités locales, c'est 5 à 6 millions pour la ville de Saint-Denis, en impact. Donc ces gens, c'est des responsables. Donc Mathieu Hanotin est responsable en fait de la situation qui s'est passée. Donc on a un sujet comme ça, et puis après, il faut aussi continuer à faire l'éducation populaire pour que la population en fait comprenne le truc. Parce que c'est le seul moyen pour qu'ils viennent avec nous, parce que si on leur dit venez, ils vont dire ouais d'accord, mais va d'abord, et puis après on viendra. Mais s'ils comprennent en fin de compte qu'à un moment donné, c'est la masse
Et que nous, en fait, nous sommes que les témoins, en fin de compte, de ce qu'ils nous ont donné comme responsabilité, mais qu'en fait, seuls, on ne fera rien. Ouais. Et c'est comme ça qu'on fait la masse. Donc, du coup, il y a un vrai travail constant à faire, qui est un travail difficile. Hein. Et c'est la différence entre, par exemple, Révolution parlementaire et nous, c'est que nous considérons que, oui, nous assumons d'avoir des responsabilités. Nous considérons que nous pouvons aussi agir pour changer les choses. Et en même temps, il nous faut faire la révolution citoyenne. On l'assume, les deux. On l'assume. Mais on ne va pas juste dire aux gens, bon, ça ne sert à rien, les institutions. Nous, on vous promet juste de faire des luttes. Bon, il y aura beaucoup de défaites, mais on aura fait la lutte. Ouais, d'accord, mais oui, d'accord. Non. Parce que ça, c'est ce qui a fait que les gens ils sont démotivés et que les gens, en fait, ont fait de l'abstention et qu'ils nous ont dit, bon, en fait, vous ne servez à rien. Ah ben non, nous, on nous dit, voilà, on vous promet des choses qu'on va bouger, alors pas au rythme qu'on voudrait, mais on vous promet que si on se met ensemble, on peut en obtenir un peu plus. On peut aller un peu plus vite encore. Ah, c'est tout. C'est peut-être utopique, mais aujourd'hui, la démonstration est faite que ça marche. Ça marche. Ça marche. Il y a eu un peu le goût des victoires, je crois, est bien sûr. Énormément. Enfin, c'est crucial. C'est vraiment une expérience qu'il est décisif d'avoir, sinon on ne peut pas avancer. Il y a un petit rattrapage à faire, Badi, sur la formation des jeunes, etc. Là, on va avoir un petit creux. Là, ça donne un peu d'espoir, mais c'est vrai que former des jeunes citoyens, c'est une conscience qui se fait sur le temps long. Tout comme l'investissement sur la jeunesse, l'éducation, mais ça, c'est un mandat, un notaire, il s'en fiche en fait. C'est de savoir qu'un tel rentre dans le mur et que s'il avait eu un éduc, un anime, une intervention qui aurait permis que cet enfant, il soit pris en charge à cet endroit-là. Là où Saint-Denis, territoire d'immigration, tu vois, on est particulièrement fragile à cet endroit, il s'en fiche. De toute façon, le bilan, c'est sur le temps long. Malheureusement, les gens ont été bien formés à Saint-Denis, n'est-ce pas? Terre de révolutionnaires. Et donc, je suis bien contente qu'on ait récupéré la ville. Ah, c'est pas... Après, sur la jeunesse, après, il y a la séquence, parce qu'il faut qu'on nous... ce qui fait qu'on arrive, après des années, malgré les coups de Trafalgar et compagnie, qu'on est encore là et qu'on reste droit dans nos bottes et qu'on a toujours le cap à l'horizon, c'est qu'on reste lucide. On sait que ce qu'on a fait là, c'est un bijou précieux, mais c'est pas open bar. Ouais, c'est clair. On sait que c'est pas open bar. On sait maintenant que derrière, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour justement sanctuariser, parce que c'est pas acquis encore. C'est pas acquis. On a 2027. L'objectif là que moi j'assigne désormais, c'est ce que je dis d'ailleurs à l'ensemble des troupes, y compris aux élus de demain et à la population, c'est pas fini. C'est pas parce que vous nous avez donné une responsabilité, oui, on a sorti Mathieu Hanotin, d'accord, très bien, ça c'est bien, c'était l'étape 1. 2, vous nous avez mis en responsabilité, ok, très bien, mais nous tout seuls, on va pas tout faire. Il faut être transparent et honnête aussi sur le pouvoir municipal et ses limites aussi. Voilà, et donc il faut accompagner à la fois les élus, il faut parfois même être intransigeant avec eux, il faut les contrôler et tout ça, ils doivent vous donner les comptes, il n'y a pas de problème, mais on doit être amené quasiment à les faire regarder tout de suite, 2027. Alors on va dire, ouais, vous passez d'une élection à une autre, mais oui, parce qu'il y a une question de cohérence. Il y a une question de cohérence. Sur l'école, par exemple, on peut faire la cantine bio et gratuite, mais si ça ne suit pas au niveau de l'État pour la mission éducative, ça ne sert à rien. Voilà. Est-ce que tu as en vue des initiatives concrètes pour stimuler justement cette participation citoyenne Nous, on va de toute manière, dans le cadre des mesures que l'on prend, il y a la question du référendum d'initiative citoyenne, donc on incarne, il y a la question du quart d'heure en fait citoyen où les citoyens pourront, dans le cadre du conseil municipal, poser des questions. Il y a bien sûr la question du budget participatif renforcé avec des moyens octroyés dans les quartiers pour justement aussi porter des projets, voire même arriver à monter des projets en dehors même de l'institution, c'est ça. C'est le soutien sans clientélisme des acteurs associatifs, parce qu'en réalité, les acteurs associatifs, quand ils sont respectés en fait dans ce qu'ils font, ce sont des vrais outils en fin de compte d'accompagnement et d'éducation populaire. Quand ils sont pas instrumentalisés, parce qu'il y a aussi ça. Je te donne ci, mais tu fais ça pour moi. Donc forcément, du coup, après, ils perdent en fin de compte le nectar même de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui produisent en fin de compte du contenu et qui construisent en fait des citoyens éveillés. Mais voilà. Donc il y a un véritable enjeu là. Et puis après, l'autre aspect qui est essentiel pour nous, c'est de dire en fait à cette jeunesse en particulier, demain vous avez une responsabilité, c'est à vous de prendre le témoin en fait. Donc il faut les préparer à prendre des responsabilités. Il faut les prendre prêts à prendre des responsabilités. Ils ont vocation à gérer leur ville. Alors les gens vont dire, ouais, mais vous voulez qu'ils votent que pour des Noirs et des Arabes? Non, ils sont des Français à part entière. Yazid, tu voulais poser? Oui, alors rapide, parce qu'en fait, c'est quand même un sujet, qui m'interpelle beaucoup sur Saint-Denis. C'est quand même une ville qui a connu une fusion avec Pierrefitte. Ça m'intéressait quand même d'avoir ton analyse en fait de cette fusion. Alors moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça. Une fusion de telle ampleur, en tout cas entre deux communes de grande taille quand même, ce qui donne d'ailleurs la deuxième ville d'Île-de-France désormais. Bien sûr. Du coup, c'est un bilan d'Hanotin sur lequel tu ne vas pas pouvoir revenir comme ça d'un claquement de doigts. Comment est-ce que tu analyses en fait cette initiative de Mathieu Hanotin et qu'est-ce que tu vas en faire concrètement d'un point de vue politique, vu que maintenant c'est là? Nous, ce qu'on dit, c'est que premièrement, on avait raison.
C'est-à-dire que nous l'avons considéré que tous celles et ceux, en fin de compte, je veux dire, qui ont bafoué en fait la démocratie en imposant une fusion, ont péri dans leur ambition, puisqu'ils ont été battus. Parce que, à la base, la fusion a été faite uniquement sur une approche politicienne, pour justement essayer de conserver des responsabilités. En fusionnant, on allait chercher un électorat notamment dit socialiste à Pierrefitte. Voilà, c'est ça la réalité. Donc cette stratégie a été mise en échec. Bon, ok, donc ça penche sur la deuxième chose, c'est que nous disons, alors nous allons redonner à la population de Pierrefitte, qui du coup confirme par son vote, parce que le message qu'il nous envoie, c'est nous vous faisons confiance sur le projet de diffusion. Donc à partir de là, nous allons mettre en place en fait un référendum pour permettre ensuite que la diffusion se fasse. Mais en attendant que la diffusion se fasse, parce que c'est un processus un peu long et compagnie, cela, on va déjà transférer toutes les activités qui peuvent être transférées. Il y a des agents, par exemple, qui ont été envoyés à Saint-Denis. C'est-à-dire que les gens, ils vont là-bas à la mairie de Pierrefitte, on dit non, mais maintenant le service, il est comme ça à Saint-Denis, donc ils doivent aller à Saint-Denis pour... Non, on va transférer toutes ces activités-là en ramenant en fait de la proximité, en attendant qu'on défusionne. Et si finalement on fait le référendum, que les gens lui disent mais finalement vous êtes tellement bien géré, vous êtes beaucoup plus humain, vous êtes beaucoup plus en proximité que finalement ça se passe bien, on garde la fusion comme ça, mais on ne défusionnera pas. Okay, d'accord. Mais c'est pas un impératif, je voulais dire. Et ça, ça a été mis en place sous couvert d'une mutualisation des coûts, c'est ça ? Bien sûr. Mais en plus, c'est faux, parce que, ils ont fait mutualisation des coûts, c'est même pas vrai, parce qu'ils ont à la fois dépensé énormément pour obtenir la fusion, en faisant appel à des cabinets de ceci, de cabinets de cela, donc ça a coûté une blinde. Ensuite, ils ont fait, des logos qui ont coûté une blinde pour aller faire des trucs comme ça. Ils ont créé de la maltraitance, parce qu'il y a des gens qui ont été obligés d'aller sur Saint-Denis, alors qu'ils ne voulaient pas être sur Saint-Denis, alors qu'ils travaillent sur Pierrefitte. Ils ont flingué à la fois les coordinations et les organisations de travail, qui fait que désormais, les gens, ils sont beaucoup plus, aujourd'hui, démotivés par leur travail que plutôt au service des habitants. Donc non, c'était du grand n'importe quoi, parce que ça n'a jamais été réfléchi et dans l'intérêt des habitants et des agents. Ça a été réfléchi pour se maintenir au pouvoir. Ben, finalement, ça a été le tombeau de leurs ambitions. Voilà. Alors, sur les plateaux télé, dans la presse, dans les médias, ta victoire, Bali, a été très commentée, voire disséquée, hein, pas seulement parce que tu es le premier maire France Insoumise à avoir été élu au premier tour. Alors nous, sur ce plateau, on a célébré ta victoire, et j'avoue que moi, en tant qu'enfant du 93, j'ai été très fière de te voir, hein, Sabrina. On était vraiment heureux, mais dès ce soir-là, hein, sur les plateaux, il y a eu quand même un traitement médiatique assez brutal, qui s'est prolongé, notamment, on en parlait un petit peu avant l'émission, avec cette fausse citation qui t'a été attribuée, où tu aurais dit Saint-Denis, ville des Noirs, alors que tu as dit Ville des Rois. Ville des Rois. C'est pas exactement. Et du peuple vivant. Et du peuple vivant. Ouais, du peuple vivant. Mais Jean Marcenac, personne ne connaît. Hein. Oui. C'est ça. Enfin, parmi les microcosmes médiatiques. Non, mais les racistes, ils peuvent pas. Les racistes, ils n'ont pas les mêmes oreilles, ils n'ont pas les mêmes yeux, ils n'ont pas les mêmes. Donc, ils disent roi, ils disent noir. Bon, tu vois. Et on a vu aussi beaucoup de suspicions racistes sur les scènes de joie dans ta mairie. Oui. Et comment toi, tu as perçu toutes ces attaques, hein, qui sont très très fortes, hein, sur toi, mais aussi sur d'autres maires, ces nouveaux maires de ton profil, comme Ali Douara, comme Omar Yacoub, comme d'autres maires. Il y a vraiment une coalition raciste, médiatique, très très forte. Comment toi tu as dit ça ? Du coup, moi c'est finalement un honneur, parce que je me dis, mais finalement, tout ce qui fait que les racistes n'ont plus d'air, c'est bien, moi je suis content. Donc moi je suis à la fois, la seule chose sur quoi il faut qu'on fasse attention, mais c'est une invitation à tous mes homologues maires, ou même les élus, ou même tout simplement les militants des quartiers populaires, c'est que l'ère de l'attitude je suis vénère, laissons ça maintenant. Il faut maintenant passer à une autre étape. En toutes circonstances, nous devons garder notre caractère sérieux. Mais je t'ai vu sur le plateau, t'as manqué de rire. Oui. Je t'ai vu, t'as fait... Toujours. Parce que t'es retenu de... Parce que notre force à nous, en réalité, c'est dans notre maîtrise, parce qu'en réalité, sur le contenu, on maîtrise. Oui, il y a eu... On maîtrise. Sabrina, ce dont tu parles, c'est ce passage à Bali où tu es face à un journaliste de Valeurs Actuelles sur BFM. Et alors là, vas-y, raconte, on peut peut-être le passer. Vous êtes entre les mains de qui ? Et là, on voit, t'as fait un petit ritus, je me suis dit, là, à deux doigts. Un petit peu parce que Lance Yazid, et puis on va parler après.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, sur la participation, pointent le fait que les cités de Saint-Denis ont survoté dans cette élection et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs? Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir appelé à faire des procurations. Qu'est-ce que vous répondez à ceux effectivement qui disent que dans la salle des fêtes de la mairie lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui? Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu, il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire, en fait? C'est une question complètement irresponsable, mais je vais vous répondre parce que je ne pense pas que ce type de question vous l'aurez posé, par exemple, à Mathieu Hanotin qui a été élu en 2020. Et pour lequel il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'actions de jeunes qui l'ont soutenu. Mathieu Hanotin, il n'a pas eu des enquêtes du Canard enchaîné ou de l'Express qui montraient qu'il y avait des soupçons de... Vous évoquez des choses, à mon avis, sans réellement comprendre en fait ce qui se passe. Vous avez une cabale qui est organisée, mais indépendamment de ça, c'est que cette cabale elle colle en fin de compte avec ce que je suis. Bali Bagayoko, un enfant en fait héritier de l'immigration, et donc forcément, ça coche avec le fait qu'il est forcément en lien avec les narcotrafiquants, il est forcément en lien avec le BID. Moi, je suis père de famille de 4 enfants. Je suis cadre de développement dans une grande entreprise publique. Donc, celles et ceux qui tiennent ce type de responsable de propos sont purement et simplement des irresponsables. Vous chasserez les dealers, vous traquerez les dealers. Pour ce qui est les dealers, c'est pas ma responsabilité de le faire. Il y a la responsabilité de l'État de le faire, y compris par la police nationale. Et s'ils doivent être chassés, ils le feront par le texte en fait de la loi. Et donc, moi, j'ai pas discuté avec. Alors, beaucoup de gens ont relevé la dignité et le calme. Le swag. Et le swag. La réaction, oui. Hein, Yazid, toi aussi, tu... Ouais. Oui, Complètement, bien sûr. Il y a une sorte de légèreté totalement désarmante dans ta réponse. Est-ce que tu t'attendais à ce niveau-là de... Tu commences à dire légèreté, pas la légèreté du propos, mais en fait, moi, la façon dont tu prends cette chose. Parce qu'en réalité, je peux décider de ne pas y aller. Parce que bon, c'est suffisamment documenté, la ligne éditoriale de CNews, BNews, BFM et tout ça, on connaît. Moi, je pars du principe que l'extrême droite doit être combattue partout. Je ne dis pas de débattre avec eux, d'accord, mais combattue partout. Et quand je pars là-bas, je connais mes points forts, je connais aussi mes points faibles. Mais je connais, quand je dis mes points faibles, c'est les points faibles de celles et ceux que moi j'ai observés aussi dans les quartiers populaires depuis quelques années. J'en fais un diagnostic. J'ai dit qu'à chaque fois, nous avons, un atout qui est considérable. Nous avons une parfaite connaissance, en fin de compte, des différents sujets. Et souvent, cette parfaite connaissance, elle est quasiment mise à mal parce qu'on a peut-être parfois le comportement qui ne va pas avec. Et moi, je suis pour dire, ça, c'était une ancienne génération. Et c'est la raison pour laquelle j'invite tous celles et ceux qui, dans nos quartiers populaires, demain se dessinent à avoir des responsabilités. Il y en aura beaucoup plus encore, des Bali Bagayoko et d'autres. Mais je leur dis que, du coup, on peut aller, en fait, sur les plateaux, mais nous devons systématiquement concentrer en fin de compte sur le message que l'on envoie. Et ça veut dire pas de diversion. La diversion, c'est pas sur le comportement de dire « Ouais, vous avez dit quoi là, quoi ?» Non, c'est tranquille, calme et compagnie. Parce qu'on nous attend sur ça. Donc, on va pas non plus, parce que pour le coup, tomber là-dedans, c'est tomber dans un piège qui est déjà connu. Parce qu'on a plein, hein, voilà. Donc voilà, moi, c'est le choix que je fais. Et c'est la raison pour laquelle je le dis très clairement, parce que, y compris au niveau national de la France Insoumise, ils disent « Non, faut pas y aller là-bas, faut pas y aller. » Mais j'y vais, moi, pas de problème. Ça ne pose pas de problème, en fait. Et donc, je pense vraiment que nous n'avons pas à rougir de nos compétences, on les connaît. Et puis, bon, en même temps, lui, voilà, c'est pas ma famille politique, c'est un adversaire politique. Et en fin de compte, l'idée, c'est plutôt de le ridiculiser avec ses moyens propres, de le retourner contre lui. C'est ça l'objectif, en fait. Voilà, nous, c'est ça. On prend les moyens de diffusion que vous avez pour les retourner contre vous. Voilà. Donc, on le fait intelligemment. Mais pour le faire, on ne peut pas avoir 150 objectifs. On ne peut pas venir faire là pour faire l'énerver sur le plateau. Après, on dit « Waouh, t'as vu Bali? Oh là là, lui, laisse tomber, lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, t'as vu, putain. » Ah ouais, je peux le faire. Hein. Comme je dis dans certains médias, mais moi, je peux insulter son père, sa mère, je peux le faire. Je peux le faire. Mais en fait, en quoi déjà, j'élève le débat. Et en quoi je respecte mes anciens. Quand j'ai mes anciens, c'est les anciens des quartiers populaires qui ont fait déjà un travail que moi, j'ai observé pendant des années. Qu'est-ce que j'ai tiré comme enseignement de ça? Venir m'asseoir et refaire les mêmes choses, c'est que j'ai tiré aucun enseignement. Aucun. Donc, je ne suis pas pour ça. Je considère que l'ère est venue, pour nous, quartiers des populaires, de montrer, en fin de compte, définitivement que nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes. Pas à rougir. Voilà.
pas, ça s'est pas arrêté là, parce que dans la foulée, il y a aussi... tu as Apolline Malherbe. Oui, Apolline de Malherbe. Tu as... Ta grande copine. Là, il se passe pas 3 jours il se passe pas 2 jours sans qu'il y ait une révélation de... on parlait tout à l'heure de l'élu municipal PS qui démissionne parce que ça lui est insupportable le fait que tu aies croisé dans la rue une personne qui l'a agressé. Les policiers qui auraient soi-disant démissionné en masse. Est-ce que c'est quoi ta stratégie pour faire face à cette espèce de déferlement de haine qui va venir un peu de tous les côtés? En fait, moi j'aime bien pourquoi parce qu'en fait tout ça pour moi c'est des exercices en fait. Moi j'aime bien. Moi je suis issu du milieu sportif. Oui. Moi je suis issu du milieu sportif. Oui, t'es un basketteur toi. Oui. Moi je vais en match. L'équipe adverse me fait une défense de zone. On n'a pas travaillé la défense de zone. Putain merde, on perd le match. Mais à l'entraînement on travaille la défense de zone. Donc voilà. Donc moi quand on m'attaque. Attaquez-moi, c'est pas le problème, c'est que je suis sur le bon chemin. La seule question, en fin de compte, en revanche, que je me donne comme point de travail, c'est je sais quelle est l'idée derrière. La première chose, c'est de disqualifier, en fait, mon élection. C'est de disqualifier mon élection. En fait, t'as gagné parce qu'en fait, t'as des voyous qui ont vendu. Donc, en fait, c'est pas crédible. C'est pas crédible, en fait. Mais en fait, je fais plus de voix que Mathieu Hanotin et je gagne dès le premier tour. Donc, c'est pour disqualifier ça. D'accord? Ou quand on me dit, ah, mais oui, mais vous avez gagné, mais vous avez vu le niveau d'abstention? Mais les niveaux d'abstention, il est moins important, mais il reste toujours important. Moins important qu'en 2020, quand Mathieu était en État, et en 2000, y compris, je veux dire, en 2014. Bien sûr. On reprend, hein. Désolé pour ceux qui nous écoutaient, on a eu un petit souci technique, mais tout va bien. Bali, tu étais en train de parler aussi de toutes les attaques que tu reçois et ta stratégie du calme tranquille. Olympien. Tranquille. Et il y a aussi, et je voulais qu'on en parle aussi, parce que nous, on est un média aussi décolonial, antiraciste, tu es un maire et tu es musulman. Bien sûr. Tu es musulman, tu l'assumes, tu ne le caches pas. J'étais même allé faire la prière de la fête de l'Aïd là-bas. Voilà. Et de la même façon que comme à New York avec le maire Mamdani, ça provoque aussi des réactions. La frontière, ils sont venus, ils ont prévu. Ah, regardez là-bas. J'aurais dit, mais je m'en fous. Je suis ce que je suis. Nous, on n'est pas pour. On est pour nous présenter comme nous sommes. Voilà, parce qu'on est les enfants de la République, on n'a pas à rougir de ce que nous sommes. Oui. Voilà. Et est-ce que tu vas porter aussi, peut-être incarner aussi la lutte contre l'islamophobie? Comment tu vas incarner ça? Et surtout, pour peut-être montrer que tu es un maire normal, tu es un maire musulman, un maire normal, et que tu n'es pas maire des musulmans, tu es maire... de tous les Dionysiens et Dionysiennes, ceux qui ont voté pour moi, ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ça paraît évident pour nous, mais ça l'est pas du tout. Ah non. Mais ça n'est pas pour les racistes, ça n'est pas pour tous celles et ceux qui veulent fracturer la société, ça n'est pas pour tous ceux qui nous vomissent, ça n'est pas pour tous celles et ceux qui considèrent qu'on a un problème dans la société. Donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée, en fin de compte, de maires héritiers de l'immigration, y compris coloniale, c'est des gens, en fin de compte, je veux dire qu'à un moment donné, vont faire bouger en fait les lignes, vont faire bouger les lignes à la fois dans les responsabilités, dans les services publics, mais y compris sur la bataille qu'on a menée sur l'antiracisme. Et voilà, c'est-à-dire que si on veut agir en fait contre l'extrême droite, en fait, le message en fait qui est essentiel à mon avis dans cette séquence-là, c'est que le mouvement qui peut combattre en fait l'extrême droite en profondeur, ce sont ces enfants qui sont héritiers de l'immigration, y compris coloniale. C'est eux qui peuvent le faire. C'est le mot que tu utilises, la formule héritier de l'immigration. Oui, tu as dit t'aimes pas raciser. Nous non plus, mais nous non plus, on n'aime pas ce mot. Oui, voilà. Ah oui, ça, je me mets à entendre. Mais moi, j'aime pas parce que derrière, je me qualifie pas comme ça. Et je pense que ça manque, en fin de compte, je veux dire, de quelque chose qui était un patrimoine précieux. C'est la notion d'héritage. C'est pour ça que je le mets toujours. Et puis, l'aspect colonial, c'est aussi, bien sûr, des moments de lutte importante aussi qu'il faut honorer. Et je pense que pour... beaucoup de nos enfants, ils ont besoin, en fin de compte, de matcher avec ça pour assumer ce qu'ils sont en réalité. Et c'est pour ça que je préfère ce terme-là, alors qui est le mien. Il y en a d'autres qui ont d'autres termes. Et je rajoute même la question ouvrière, parce que la question ouvrière, c'est aussi, en fin de compte, des choses qui cochent, en fait, avec ce que nous sommes. C'est-à-dire que nos parents sont venus là, ont travaillé dans les usines, dans les conditions que l'on connaît. Ils se sont structurés, organisés, parfois résistés comme ils pouvaient. Et donc ça fait partie du patrimoine. Voilà. Après, je vois ce que ça veut dire raciser. C'est pas... Mais c'est pas le terme. Nous, on ne l'utilise pas parce qu'on estime que les Blancs aussi sont racisés. Tout le monde est racisé. Voilà, dans une société qui est structurée par le racisme. C'est un mot qu'on utilise pour nous, les non-blancs, alors que tout le monde l'est. Mais par ailleurs, on reconnaît que la race est une construction sociale, et qu'elle existe en tant que construction. Et en ça, c'est un mot qu'on n'utilise pas, mais... Non, c'est ça. Après, je pense qu'on a aussi besoin, après la séquence, il faudra trouver le moment de le faire, mais je pense qu'il y a un temps où il faut écrire des choses. Parce qu'il y a des choses énormes à dire là, y compris de visions un peu différentes sur chaque collectivité locale, mais je pense qu'il y a un front, à mon avis, qui peut être unanime
à tous celles et ceux, en fin de compte, qui, y compris, ont été élus dès le premier tour ou au second tour, ou même ont fait des très bons scores, puisqu'il y a aussi des villes où il y a des très très bons scores. Et la question qui est posée, c'est désormais, en fin de compte, je veux dire, un espoir. La question qui est posée, c'est comment on structure après, d'ailleurs. Parce que nous, on est capable aussi de faire les yo-yo, hein. C'est ça, youpi, 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 et puis après ça, on repart, on revient dans les fondamentaux, et puis après, boum, ça roule du temps. Et voilà, donc maintenant, il faut préserver ça. Oui, il y a une question que je voulais te poser et qui nous renvoie à ce que tu as dit, l'action de la rupture. Et en l'occurrence, pour toi et à Saint-Denis, ça veut dire la rupture avec le mandat Hanotin. L'un des axes principaux de ce mandat, bon, on a parlé de la question sécuritaire et de tout ce qui en découle, c'est la gentrification. Bien sûr. Qui peut-être d'ailleurs n'a pas commencé avec le mandat Hanotin. Hein. Il y a peut-être des dynamiques à plus long terme. Et ça dépasse largement Saint-Denis, bien sûr. Hein. On sait que particulièrement les villes de la Petite Couronne sont concernées par ce type de dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire la rupture avec ça? Qu'est-ce que tu peux faire concrètement et de façon réaliste aussi, hein, parce que Hanotin a mis en route des choses sur lesquelles il ne sera pas simple justement de revenir. Alors est-ce que tu peux développer un peu ce point? Il y a un premier point, c'est déjà tous celles et ceux qui sont venus sur Saint-Denis sont les bienvenus, à une condition, c'est qu'ils participent à la communauté de destin. C'est-à-dire respect à celles et ceux qui ont toujours été là, qui ne nous ont jamais manqué, qui ont fait l'identité de ce territoire, et notre capacité à pouvoir accueillir les gens qui viennent, parce que nous avons toujours été fidèles à l'histoire en fait de cette ville qui est une ville en fait héritière d'une vague successive d'immigration, les Bretons, les Orvéniens, voilà. Donc ça c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que effectivement, avant Mathieu Hanotin, il y avait déjà un processus un peu de gentrification qui est lié bien sûr le Stade de France, le Stade de France et tout ça, avec des outils d'ailleurs qui n'étaient pas forcément toujours aidants, pas suffisamment puissants, notamment la maîtrise foncière, qui n'était pas suffisamment puissante et qui faisait qu'on avait du foncier qui était laissé comme ça à des promoteurs et du coup on avait des mètres carrés qui étaient proposés à des prix pas possibles. Donc il nous faut dans un premier temps maîtriser l'ensemble du foncier. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le produit de logement public. On a 80% de la population qui relève du logement public en réalité. Et donc c'est pas pour dire qu'on ne veut pas de logement à l'accession à la propriété, mais le logement privé qui sort à 1400 loyer à 1400 euros, à Saint-Denis, comment les gens vont faire? On ne va pas mettre l'intégralité de son salaire dedans. Donc ça, c'est une réalité concrète. Et donc nous sommes pour 50 à 60% de production de logement public, et nous sommes pour une maîtrise intégrale quasiment du foncier. Et donc du coup, on tient la main des investisseurs et on tient aussi les prix de sortie des programmes. Parce que c'est ça le sujet. Moi, je n'ai pas de problème pour que les investisseurs, quand ils viennent, ils puissent investir et donc du coup gagner de l'argent. C'est pas ça le sujet. C'est de dire qu'à un moment donné, il y a une décence à ne pas dépasser. Et là, quand ça devient de la récupération financière en masse, avec la même logique qui a prévalu à Paris, où en fin de compte, ce sont quasiment des sensus, parce qu'ils viennent, ils quasiment sucent l'intégralité de ce qu'ils sont capables de faire en termes de rentabilité, et une fois qu'ils ont mis la ville quasiment à 100, ils partent ensuite dans une autre ville. Donc ça, ce sont des gens irresponsables. Et Mathieu Hanotin, malheureusement, lui, il a permis ça. Et donc c'est la raison pour laquelle, très rapidement, nous sommes d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle l'enjeu de l'établissement public territorial est un enjeu énorme, qui fait que, comme les décisions se prennent là-bas, c'est la raison pour laquelle moi je vais appuyer de tout mon poids là-dedans pour prendre ma responsabilité dedans. Voilà. Et donc après, il y a un dernier aspect, c'est sur la question des logements publics existants qui ont été très mal entretenus par le passé, notamment avec les programmes de l'ANRU où la logique c'était aussi de démolir et ensuite de renvoyer les gens très loin. Exactement. Nous ne sommes pas d'accord avec ces mécanismes. Nous considérons que la démolition doit être exceptionnelle et la rénovation lourde, la règle. Voilà, et donc nous ne sommes pas pour les démolitions. Donc ça, parce que c'est un mécanisme en fait qui participe à la gentrification avec des gens qui sont éloignés, avec des populations qui viennent et qui sont préférées à d'autres, y compris sur le volet commercial. Moi, j'ai rien contre la question de l'offre commerciale, y compris les bio et compagnie. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les productions, en fin de compte, d'activités commerciales qui ont des conséquences, y compris financières, avec des coûts qui sont présentés, qui sont plus élevés, mécaniquement, en fin de compte, changent la population. Les gens ne se rendent pas compte. Donc il y a un ensemble en fait, de phénomènes sur lesquels il faut agir. Donc c'est la raison pour laquelle le petit commerçant qui est là depuis 30-40 ans, qui a donné son bien, y compris je veux dire, à son fils qui reprend, il faut le préserver. Il faut le préserver parce que c'est l'identité du quartier et puis c'est surtout un élément qui permet de maintenir en fait, la carte génétique en fait, de notre ville. Et aujourd'hui, on voit bien, on a des territoires qui sont des territoires perçus uniquement comme étant des territoires en fin de compte en manière de rentabilité. C'est vu uniquement dans ce regard-là. Et Mathieu Hanotin, il a accompagné ça. Il a accompagné ça avec les grands projets, puisqu'on est sur une ville événementielle, où on veut faire des grandes constructions et compagnie, cela, mais les grandes constructions, quand ça arrive, c'est déjà pour les populations d'ailleurs. Et que ces populations d'ailleurs, comme les commerçants, ils arrivent, ils profitent du fait qu'il y a des commerçants qui sont de passage. Et qu'est-ce qui se passe? On augmente les prix. Et quand tu augmentes le prix, une fois que l'événement est parti,
ben, les gens qui restent là, ben, ils payent au même prix que ceux qui viennent. Ben, oui, d'accord, mais du coup, ils ne peuvent pas. Voilà, donc on est sur un mécanisme en fait sur lequel il faut agir sur tout, et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà une approche complètement différente de celle de Mathieu Hanotin, même si avant il y avait des difficultés. Mais la particularité de la gouvernance de Mathieu Hanotin, c'est qu'il a fait sauter les dernières digues qui restaient. Alors lui, il a libéré, c'était open bar. Voilà, et donc là, il faut récupérer. Cette histoire de place du marché, là, oui, c'est incroyable ça. Ça, tu ne pourras pas revenir là-dessus. Bah, la place du marché, puisqu'il a complètement réaménagé la place Jean Jaurès, et donc du coup, elle est complètement réaménagée là maintenant, donc on ne pourra pas faire revenir le marché. Le problème qu'il y a, c'est que quand je dis qu'il y a une méconnaissance totale en fait, de l'histoire de cette ville, ce marché a été construit en fait, sur ces deux poumons. Un poumon en fait, qui est dans l'hypercentre, avec la halle, et puis le pourtour. Parce que c'est un marché en fait, qui était reconnu quasiment au niveau européen, puisque c'était les grands axes, qui allaient jusque Landy et tout ça. Il venir tout le monde. Voilà, il venait venir tout le monde. Donc, ne pas connaître ça, ne pas connaître son histoire, c'est se condamner quasiment à faire des erreurs fondamentales comme ça, qui fait qu'il y a 9 millions d'euros qui ont été injectés. Décemment, je ne vais pas expliquer à la population que je vais remettre 9 millions d'euros pour casser le... C'est pas possible. Donc, je suis obligé de laisser quasiment l'investissement tel qu'il a été réalisé. Et ce qu'on va faire, c'est peut-être retravailler la structure de toboggan là, qu'ils ont mis sur place, qui est super laid, mais qui surtout blesse les gamins. Et puis, essayer de voir si on ne peut pas conforter l'offre commerciale en termes de marchands sur le côté, mais voilà, on peut juste conforter. On ne peut pas dire qu'on va transférer le marché, c'est pas possible. C'est fou, hein. Mais les promoteurs, comment tu fais comment on peut faire pour imposer des contraintes justement à des promoteurs immobiliers et notamment concernant les prix de sortie comme tu l'as. C'est simple, c'est-à-dire que premièrement, c'est nous qui donnons encore les droits de construction, donc les permis. C'est-à-dire que c'est clair que les permis ne seront pas donnés si vous n'êtes pas en conformité. Donc nous on a dit production de logement public, on peut voir dans les programmes logement public. La deuxième chose, c'est les prix de sortie, les maîtrises en fait foncières, c'est-à-dire que le foncier, il est acheté par la ville, alors, par la ville directement, par pleine commune, et ensuite par la SEM, qui ensuite maîtrise ça. C'est société d'économie mixte. Et donc du coup, ne seront donnés en fait le foncier, y compris à l'achat, que si on valide l'ensemble du programme. Donc si vous voulez sortir un programme quasiment au coût mètre carré à 7 000 ou 8 000 euros, mais mon pote, vous n'allez pas le sortir. Ah non, vous n'allez pas le sortir. Ah bah c'est sûr. Je crois que Mohamed Niabali a déjà fait ça sur sa ville, c'est ça? Oui, il a commencé à faire ça. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est une charte en fait qu'on a et qui du coup est connue et qui du coup on va être contraignante pour l'ensemble des promoteurs. Ils ont le droit de venir, ils ont le droit de construire parce qu'on a aussi besoin d'investisseurs privés. Nous on n'est pas sur ça. Ils vont dire ouais les insoumis ils sont contre. Mais non, mais nous on n'a pas de problème avec ça. On a un problème avec le fait qu'il y ait une logique d'amasser en fait des fortunes en un laps de temps trop court. On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec le fait d'amasser en fait des fortunes avec la logique d'écarter tous celles et ceux qui sont nos semblables mais qui socialement sont défavorisés. On n'est pas d'accord avec ça. C'est tout. Je vois dans le chat, les gens disent que tu es quelqu'un de super basé. Je pense qu'ils sont très, très sensibles à ta façon d'approcher les choses. J'aimerais qu'on aborde un sujet qui nous touche tous ici. Et Bali, je me souviens, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, on avait organisé avec parole d'honneur, Yazid, tu te souviens, Sabrina aussi, une soirée de solidarité avec Gaza. Toi, tu avais répondu immédiatement à l'appel, je tiens à le préciser parce que je m'en souviens très bien. Et tu dis que justement, tu veux faire de Saint-Denis une ville-monde, une ville aussi anti-impérialiste. Anti-impérialiste, antifasciste, antiraciste. Raciste, et résolument engagé pour la paix et féministe. Pour la paix. Bien justement, comment tu vas pouvoir matérialiser ça à l'échelle de ta commune? Alors, il y a pas mal d'approches. Ça peut être par rapport aux entreprises, par rapport au jumelage, aussi par rapport aux événements politiques, militants, que ce soit la Bourse du Travail, que ce soit si demain Parole d'honneur veut organiser, par exemple, un événement politique à Saint-Denis, est-ce qu'on est les bienvenus? Bien sûr. Vous serez les bienvenus. Bali nous a déjà accueillis. Oui, vous serez les bienvenus oui, parce que le combat qu'on mène, en fait, on gagnera pas la lutte antifasciste, antiraciste et y compris anti-impérialiste seul. Voilà, donc il faut reconnaître tous celles et ceux qui nous ont précédés. Je veux dire, il y a des gens qui ont fait ça bien avant moi. Et donc moi, je vais juste être un facilitateur de ça, mais c'est aussi un facilitateur qui va aussi m'aider moi politiquement aussi à donner du sens à tout ce que l'on mène. Et donc c'est assez fidèle d'ailleurs à notre héritage commun, c'est-à-dire que celles et ceux qui nous ont précédés sur Saint-Denis ont porté ces batailles-là. Donc c'est juste un retour de ce travail-là. Et nous sommes attachés à ça parce que
la sensibilité des Dionysiens et des Pierre Suisse, elle est beaucoup plus prononcée sur ces questions-là. Parce qu'ils sont sensibles quand nos peuples en Palestine sont attaqués, ils sont sensibles quand au Congo, ils voient la situation dans laquelle les familles sont traitées, ou à Haïti ou à d'autres. Donc, ils ont une sensibilité beaucoup plus prononcée sur la situation géopolitique de Paris. Donc, forcément, les racistes qui ne comprennent rien à ça, parce qu'ils n'ont rien d'humanité. Ils n'ont rien en humanité. Donc, forcément, ils réduisent cela, ça. Mais c'est un bijou précieux, en fin de compte. D'ailleurs, c'est une question qui t'a été posée. Pourquoi, lors de votre élection, on scandait « Nous sommes tous des enfants de Gaza » et les journalistes, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, monsieur Bakayoko. Oui. Mais parce que voilà des écervelés, des gens qui sont déconnectés de toutes les réalités, mais qui sont en réalité des dangers en puissance. Parce que justement, ces gens-là s'écartent en fin de compte des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, qui est quand même le socle, qui est en réalité le mieux défendu par les enfants des quartiers populaires. C'est paradoxal, hein, on ne le reconnaît pas, mais ceux qui défendent le plus les valeurs, liberté, égalité, fraternité, c'est les gens des quartiers populaires. Eh oui, et c'est ça qui gêne en fait l'extrême droite. Mais Gaza, chez les enfants, mais c'est génial dans une mairie comme ça. Il y a une certaine France qui ne pourra jamais digérer les scènes de liesse qu'on a vues lors de ta victoire. Et la Marseillaise. Et la Marseillaise, et qui ne cessera de ramener ça sur le tapis. Ils ne sont pas prêts d'arrêter. Je ne veux pas paraître trop pessimiste, mais ils ne vont pas te lâcher comme ça. Voilà. Non, mais nous, on est prêts, en fait, compte. Je veux dire, de toute façon, que moi, je considère que j'ai une responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'aller au bout, en fin de compte, je veux dire, de celles et ceux qui nous ont précédés. Et mon seul espoir, c'est ça. Je ferai ma part, en fin de compte, d'effort. Et j'emmènerai dans mon sillage tous celles et ceux qui vont aussi contribuer à cet effort-là. Et puis le cycle, il sera infernal. Mais qu'ils soient certains de ça. Ils auront beaucoup besoin de Kleenex. Parce que des Bali Bagayoko et des Jamila et des d'autres, ça arrive en pagaille. Et ils seront encore meilleurs. Moi, je suis à côté, moi, je suis de la rigolade. Hein. Ceux qui vont arriver derrière sont encore meilleurs. Je voulais aussi qu'on aborde une question. Je t'ai jamais entendu là-dessus, Mali. C'est la question des Roms. Oui. La question des Roms, puisque dans beaucoup de villes du 93, il y a des politiques envers les Roms qui sont menées, des politiques dénoncées par des associations Roms comme étant des cycles d'expulsion sans fin. Et nous, on a déjà reçu des militants qui disaient, en fait, ne croyez pas que parce qu'il y a un maire de gauche ou même un maire noir ou arabe, ça règle la question. Oui, c'est vrai. Et ça, il le disait très clairement. Clair, non. Alors, comment toi, tu vas rompre, parce qu'il y a une problématique à Saint-Denis, notamment pour les Jeux Olympiques, on a vu beaucoup de familles qui ont été expulsées. Il y a une vraie problématique qui ne concerne pas que Saint-Denis, évidemment. Comment tu vas rompre avec ça, sachant qu'aussi, il peut y avoir des frictions parce qu'au sein des classes populaires, il y a parfois aussi un rejet de ces personnes qui sont encore plus précaires pour autant. Non, mais après, ça, c'est. Moi, je trouve que, premièrement, nous, on est très attachés à la question des droits humains, mais ça, c'est de manière générale. Après, à l'échelle locale, on le fait aussi, y compris en assumant parfois d'être dans la désobéissance civique, des fois. Donc, on se met en dehors, en fait, du cadre légal parce qu'il y a besoin de protéger nos semblables. Après, le sujet qu'on a, notamment quand on a responsabilité, c'est qu'il y en a les deux. C'est essayer de protéger les gens qui sont nos semblables en humanité et en même temps à aussi faire ce travail qui doit être un travail collectif de celles et ceux qui sont ici, qui eux-mêmes traversent un certain nombre de situations compliquées et qui voient la présence de ceux qui sont encore plus en difficulté qu'eux comme étant quelque chose de repoussoir. Et on est obligé de tenir les deux. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin à la fois des habitants qui, eux, sont dans une situation compliquée, mais qui parfois ne comprennent pas, en fin de compte, pourquoi à un moment donné on fait un supposé traitement de faveur pour ces personnes-là qui, eux, souvent, d'ailleurs, sont dans des situations encore plus défavorables qu'eux. On a besoin de leur conscientisation pour justement aussi agir, en fin de compte, sur le plan politique. Et si on agit uniquement sur une logique de protection des uns, vécue comme contre les autres, on tape à côté. On tape à côté. Et donc, tout le travail, il est là. Et donc, c'est vrai que chacun dans ses responsabilités, les collectifs de défense, nous qui avons besoin, en fin de compte, de faire le lien entre ces deux milieu-là, nous avons cette responsabilité. Donc, il faut créer les choses. Moi, je vois, par exemple, des moments où, on l'a vu, par exemple, sur la plaine, ou sur le secteur de la plaine, notamment sur la couverture de la 1, où on a des personnes qui sont là depuis maintenant quelques années, qui posent plusieurs choses. Un, la défaillance totale de l'État par rapport à la question du président de la République qui indiquait personne à la rue. Et ils ont doublé, même triplé. Donc, lui, c'est un menteur. Donc, déjà, pour commencer. La deuxième chose, c'est que derrière, on n'a même pas les leviers pour le faire. Et le problème qu'on a, c'est que comme la rareté en fait de l'argent public se fait concrète, forcément les gens disent mais d'accord, mais pourquoi eux et pas nous ?
Et donc, c'est ce schéma en permanence que nous avons besoin en fait de gérer, et on est obligé de le gérer de manière politique, et on est obligé de le gérer aussi en responsabilisant à la fois, pas en disqualifiant la souffrance des gens. Parce que dire, mais vous comprenez rien, à celui en fait qui vit là-bas, mais qui est dans une situation défavorable, vous lui enlevez en fait sa dignité en ne reconnaissant pas le droit pour lui de dire, je ne comprends pas pourquoi vous vous occupez d'eux. Il faut reconnaître le fait que oui, je ne comprends pas, donc du coup, c'est l'explication qui arrive derrière pour que la personne, on l'éveille au-dessus de sa propre difficulté, pour justement reconnaître qu'il y a besoin de le faire, même dans la mesure de nos possibles. Et ça, c'est un vrai travail, qui est un travail à la fois politique, mais qui est un travail de conscientisation. Parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui prend sa source dans un premier volet, qui est de dire l'État n'assume pas ses responsabilités. Et que c'est pas parce que l'État n'assume pas ses responsabilités, est-ce que nous sommes quasiment, je veux dire, dans le devoir de dire, c'est pas chez nous qui se débrouille. Donc on n'est pas sur ça. Donc moi, demain, je serai, comme je l'ai été toujours, c'est-à-dire la question de préserver en fait les droits humains au maximum de ce que je pourrais faire à l'échelle de la ville. Et s'il faut parfois se mettre dans une situation un peu confortable, on le fera, mais en ayant aussi le soutien et la reconnaissance en fait de celles et ceux qui nous ont mis en responsabilité et qui ont aussi besoin d'être éveillés à ce niveau de conscientisation pour en fait avancer ensemble. Parce que si c'est l'un contre l'autre, on voit bien qu'à un moment donné, on n'avance pas. C'est un travail politique pour dépasser les fracturations et les divisions à l'intérieur des classes populaires. C'est ça. C'est très clair. Parce que l'extrême droite joue de ça, en fait. L'extrême droite joue de ça. Parce que face, en fait, à la première responsabilité qui est celle de l'État, ils opposent, en fait, ce qu'ils font d'ailleurs, ils opposaient, en fait, les populations entre elles. Voilà. Et donc, c'est forcément, quand vous êtes en difficulté, votre souci, malheureusement, c'est le nombril. C'est bien malin, celui qui a une difficulté, qui dit non, mais ok, mais très bien. Mais non, je suis en difficulté déjà, moi. Je veux d'abord qu'on règle ma problématique. Et donc ça, c'est légitime, c'est humain. Et donc nous, notre responsabilité, c'est de dire oui, ça, c'est légitime, vous avez parfaitement raison, vous êtes dans vos droits. Mais en même temps, il faut qu'on ait aussi le regard ici. Voilà. Mais on ne vous dit pas, oui, mais d'accord, mais vous êtes, oui, d'accord, mais toi, t'es un raciste, ou toi, ben non, mais toi, t'as rien compris. Parce que là, vous le disqualifiez, et forcément, vous en faites quasiment un adversaire. Et ça, c'est pas bon. Pas de jugement moral, mais... Pas de jugement moral. Les gens ont le droit d'avoir leur indignité. En revanche, ce qu'ils n'ont pas le droit, c'est d'enlever la dignité des autres. Ça, ils n'ont pas le droit. Parce que les Roms qui aspirent à vivre dignement, vous ne leur enlevez pas ce droit-là. La question, c'est comment on les accompagne. Ouais. Moi, j'avais une question. Il y a eu pas mal de... Tu disais que tu avais eu pas mal de réactions aussi à l'international. Oui. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont, alors plutôt sous le sceau de la fierté, le côté de se dire, bon, entre ceux qui font les similitudes avec Barack Obama, je n'ai rien de semblable avec lui, mais il y a cette forme de fierté qui dépasse en fin de compte le cadre de Saint-Denis et de Pierrefitte, de gens en fait qui se reconnaissent dans le profil en fin de compte, de se dire, bah, tiens, il est attaqué, il y a une forme de sympathie en fin de compte. Ça vient d'où ces réactions de... Mais voilà, typiquement, je pense que par exemple, j'ai eu des gens par exemple de Chine qui m'ont envoyé ça. Incroyable. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, ça c'est un truc exceptionnel. Tu vois, voilà, donc, et pourtant la diaspora afro n'est pas en nombre là-bas quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, mais bon, ils se reconnaissent là-dedans quand même, ce que je veux dire. Mamdani est peut-être une référence plus adéquate que Barack Obama. Clairement, je pense que je suis plus dans ce que Mamdani est que Barack Obama. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont aussi pris de sympathie, je l'ai observé, parce qu'ils ont... Le sentiment que j'en ai, c'est qu'ils ont reçu de manière injuste les attaques dont j'ai été victime. Bien sûr, oui. Voilà. Et je pense que l'indignité avec laquelle j'ai été traité, ils ont senti ça en eux, et ça les a levés tout seuls, spontanément. Spontanément. Et je pense que c'est justement pour ça que je dis, et que du coup je suis d'accord avec le fait qu'en toutes circonstances, nous devons garder ce que nous sommes, la droiture, une capacité à poser les choses sans forcément péter les plombs. Voilà, parce que si jamais, par exemple, j'avais pété les plombs, je suis quasi certain qui m'ont dit ça m'étonne pas. Laisse tomber le mec. Voilà, ça m'étonne pas. C'est une racaille, laisse tomber celui-là. Là. Mais Mamdani, il a réagi aussi de façon de façon très cool, on va dire, face aux innombrables attaques dont il a été l'objet. Mais il y a une leçon politique, je crois, aussi derrière ça. C'est-à-dire que dans des villes qui sont emblématiques, New York est vraiment une ville emblématique au niveau mondial. Saint-Denis est une ville emblématique au niveau national, en tout cas français. Et donc, il y a quand même une victoire de candidats qui incarnent une gauche de rupture, parce que Mamdani, pour les normes américaines, c'est ça quand même, dans des
dans des villes comme ça, importantes, avec un poids symbolique et politique vraiment même très important. Ça peut pas être une pure coïncidence, je dirais. Ça nous dit quelque chose. C'est une ère. Mais c'est une ère, je pense, qui arrive, mais ça donne, y compris pour le mouvement dans lequel je suis, notamment sur le concept de la Nouvelle-France, où on a mis des mots, même si la vision, on l'avait. C'était un peu compliqué aussi, à un moment donné, comme la Nouvelle-France, ça coche pas pour tout le monde et compagnie. Mais emmener une Nouvelle-France dans le cadre d'une victoire dès le premier tour de quelqu'un qui peut cocher en fait avec toutes les valeurs qu'on porte, ça donne en fait une structuration, donne un repère en fait. Quand tu dis Nouvelle-France, Bali Bagayoko, premier tour et compagnie, ça parle aux gens en fait. Oui, mais Mélenchon a dit c'est l'acte fondateur, je crois, de la Nouvelle-France. C'est ça, oui. Bon, voilà. Il n'est pas plus fier. Donc maintenant, moi, mon sujet, c'est que l'on puisse, qu'on puisse confirmer ça en 2027. Mon enjeu, c'est ça. C'est qu'on confirme ça en 2027. Parce que si on confirme ça en 2027, en fait, je pense qu'on va propulser en fait la dynamique sur les autres. Et donc là, du coup, ça va faire un élément, mais qui va être un élément qui, à mon avis, sera du coup structurel. Pour l'instant, je pense que c'est conjoncturel. Mais si on confirme ça en 2027, ça devient structurel. C'est-à-dire que dans la masse populaire en fait, de nos différents quartiers, on va avoir l'avènement, en fin de compte, de nouveaux cadres de quartiers. Mais franchement... Et ça, c'est le meilleur moyen pour combattre en fait l'extrême droite. Moi, c'est très clair. C'est eux. C'est maintenant. Voilà. C'est eux, les collectifs anti-racistes et compagnie. C'est eux en fait quand ils peuvent, parce que ils ont dans leur gène déjà, ils ont cette capacité d'agir. Après, il faut arrimer à ça les formations politiques pour aller dans le sens, mais sans les institutionnaliser. Il faut les laisser tels qu'ils sont parce qu'ils connaissent. Comment tu articules ton action de maire à une échéance électorale qui arrive là, dans un an? Dans la mesure où tu vas avoir quand même beaucoup de choses à faire en tant que maire de Saint-Denis, il y a pas mal de sujets qui sont urgents. Mais comment tu vas associer ça au contexte national qui est effectivement celui d'une élection à très grands enjeux qui va arriver là? Ben nous, de toute manière, je veux dire, nous, on n'a pas le droit de renoncer parce que Saint-Denis est déjà identifié comme étant point d'appui en fait de la campagne présidentielle. Donc ça, c'est incontournable avec l'exemple de Jean-Luc et puis avec ce que nous avons fait, ce qui a été inédit. Et donc du coup, nous, on va garder la même dynamique qui est la nôtre. Mais du coup, à partir de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'instrumentalisation ni de téléguidage depuis le national de la FI pour. Non, on va le faire, on va prendre notre part de responsabilité, y compris à l'échelle départementale. Donc nous allons faire ça. Donc là, il faut d'abord qu'on structure en fin de compte l'organe de pilotage en fait, de la ville en tant que telle. Et très rapidement, une fois que les équipes seront positionnées et compagnie, on va clairement mettre en place la stratégie sur les questions du présidentiel. Nous, on va se mettre corps et âme sur les présidentielles. Parce que notre combat sur les présidentielles, c'est de quasiment anéantir l'extrême droite. Voilà. Moi, je l'assume en tant que tel. Parce que si on laisse le cours naturel des choses se faire avec notamment un parti socialiste complaisant sur tout et n'importe quoi, qui n'a plus rien quasiment de gauche pour parti, et dont la tête pensante qui est aujourd'hui incarnée par Olivier Faure doit purement et simplement, je veux dire, être hors jeu, et que j'en appelle quasiment, je veux dire, à celles de ceux qui encore au Parti socialiste et les militants de gauche au sein du Parti socialiste qui se retrouveraient dans la dynamique de rupture, de quasiment clarifier, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Il faut quasiment, je veux dire, couper un bout de bras. Alors, bras sur le plan politique, j'entends, parce que sinon on va me dire il a envoyé des gens pour couper le bras d'Olivier Faure. Non, c'est de dire que il y a ceux malheureusement qui sont dans la logique de complaisance, c'est ceux qui sont au niveau national. Et puis dans ça, il y a ceux qui sont observateurs. Mais cessez, socialistes de gauche, d'être observateurs. Rejoignez en fait la grande dynamique autour de la gauche de rupture, et ça gagne. En 2027, ça gagne ça. Ça gagne. Justement, Bali, tu parlais de l'extrême droite et de l'urgence aussi de combattre l'extrême droite. Pendant la campagne, souvenez-vous, il y a eu la mort de Quentin Desranques, le militant d'extrême droite. À ce moment-là, juste au moment de sa mort, toi, tu as diffusé un visuel qui appelait à la justice et à la dignité pour Quentin. C'est un visuel qui a pu troubler, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, j'ai vu ça. Vous l'avez vu. Alors, c'était juste au moment de sa mort. Depuis, on a plus de recul sur la situation, on a plus d'éléments sur les faits. Est-ce que, avec le recul, tu communiquerais différemment et aussi par rapport à ce que tu disais sur l'urgence des luttes antifascistes Non, clairement, je communiquerais différemment. Pourquoi ? Parce que quand c'est arrivé, bien sûr, nous, indépendamment de ce qu'on nous taxe d'être, nous avons un profond respect pour la vie. Nous avons un profond respect pour la vie, c'est comme ça, c'est dans notre histoire, on est formé comme ça, et voilà, nous sommes des humanistes. Donc forcément, toute vie qui disparaît, à un moment donné, il y a une forme d'émotion derrière. Parce que derrière cette personne,
qui c'est ton côté père de famille aussi qui a parlé. Père de famille. Oui, je vois. Mais du coup, et qui y compris indépendant de ce qu'il a pu faire, parce que c'est un adversaire politique, raciste, dans des groupuscules fascistes, donc on le sait ça. Et donc, du coup, spontanément, sans avoir d'ailleurs l'ensemble des éléments, il y a d'abord notre humanité qui parle. Et ça, c'est... Moi, je pense que ça, faut pas le blâmer. C'est la raison pour laquelle, très rapidement, quand on a vu l'emballement de ce qui a été fait, avec quasiment la manière dont l'extrême droite s'est emparée de ça et compagnie sur cela, ben forcément, dans les 3 heures qui ont suivi, le poste a été désactivé. Purement et simplement supprimé. Pour une raison simple, c'est que j'avais considéré que, oui, il était important, sur le plan humaniste, en fait, de l'exprimer, et non pas pour tomber dans des amalgames et pour, entre guillemets, excuser l'attitude qu'il a pu avoir et le rôle qu'il a joué, y compris dans un groupe qui était un groupe fasciste-raciste. Donc voilà. Et donc c'est vrai qu'y compris en intérieur, les gens m'ont fait les remarques en me disant mais non, il fallait pas. Et puis c'est vrai. Mais moi, j'ai pas de problème avec le pardon. J'ai aucun problème avec le pardon parce que je suis juste un humain et que parfois, quand on est humain, on peut forcément se tromper. Je suis pas un robot. Voilà. Mais non, mais c'est bien que tu puisses t'expliquer, d'autant plus qu'il y a aussi une difficulté de résister à la charge médiatique. Oui. Il y a aussi toute cette gauche en fait morale qui nous a, d'une certaine façon, appris à exprimer nos émotions avant de faire une lecture politique, qui dépolitise les confrontations politiques. Donc finalement, ta réaction, elle était peut-être qu'elle a pu choquer certaines personnes et certains courants politiques et certains militants. Mais on est tous, d'une certaine façon, à un moment, victimes aussi de ça. Mais en même temps, pour être encore plus précis, et moi j'ai un principe, c'est j'assume tout ce que je fais et j'assume y compris ceux qui font des choses en mon nom, pensons le faire dans mon intérêt. Parce qu'en fait, ce post-là, en réalité, était fait par des camarades qui étaient en campagne et qui m'ont fait relire rapidement et l'ont posté. Et donc, j'ai pas de souci avec ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'assume en mon nom. Voilà. Donc, il n'y a pas de difficulté dessus. Et j'ai l'intime conviction qu'ils l'ont fait, bien sûr, avec une grille de lecture qui est la leur. Que dans une bonne intention. Une bonne intention. Dans la séquence dans laquelle j'étais, on était quand même en campagne et que j'avais plein d'autres choses à faire que je lui ai dit parce que par principe, je fais confiance à mes camarades. Et donc, du coup, après, c'est quand on a vu tout le déferlement, je dis, bon, on a désactivé. Bon, mais ça, je l'assume en fin de temps. Mais c'est vrai que si on devait le refaire, on le ferait différemment. C'est tout à ton honneur, je trouve, de je crois. Une petite question, Bali. Tu es dans la position, je ne sais pas, peut-être inédite, d'avoir aussi une opposition de gauche dans ton conseil municipal, avec les 2 conseillers de Révolution permanente, dont le score a pu aussi surprendre. Bien sûr. Tu considères que c'est un atout ou une épine ? Non, moi je pense que ils sont là, notamment Elsa et puis Rian sont là, donc moi j'ai pas de difficulté en soi. J'avais une inquiétude parce que nous on était plutôt dans une optique où on devait être à 54. Ils ont failli nous faire louper le 1 coup KO, parce qu'on ne pensait pas qu'ils allaient faire 7 points, donc ils ont fait des bons histoires. Bon, après, au nom de la démocratie, c'est très bien, mais je trouvais que c'était un peu étonnant qu'au moment où, en fin de compte, la gauche de rupture, y compris la gauche radicale, devait pouvoir s'unir en ayant un seul adversaire qui était Mathieu Hanotin, ils aient plutôt préféré faire le choix, bon, même si c'est un truc expérimental, de se dire, bon voilà, on va dans une ville, on fait une campagne, tout ça. Bon, ok, très bien, mais l'histoire aurait pu s'écrire différemment. On aurait pu peut-être créer les conditions, avec leur connerie, de se retrouver avec Mathieu Hanotin à la tête du truc. Hein. Bon, voilà. Bon, voilà, donc c'est pas le cas. Il faut le dire quand même. Non, il faut le dire. Ah non, il faut le dire. Il faut le reconnaître. Donc, heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Parce que, et je dis ça pourquoi ? Parce que, alors, c'est pas Révolution permanente, mais le Parti communiste français a joué ce jeu dangereux. Dans le cadre des élections présidentielles, nous avons amassé 400 000 voix, et on s'est retrouvé dans la configuration. Et après, on miaule, tout le monde sont là de miauler l'extrême droite. Mais c'est vous. C'est vous. C'est vous qui avez présenté une candidature de témoignage dont on savait qu'ils n'allaient jamais passer 2%. Voilà. Donc, je dis ça juste une chose, c'est que maintenant, nous, la séquence et les campagnes est terminée. Ouais. Nous avons maintenant un travail ensemble. Bien sûr qu'on voit bien sur quel sujet, bon, ils sont déjà en train de dire qu'il faut désarmer la police intégralement, il faut même la supprimer. On n'est pas d'accord avec eux. Donc, nous, on dira les choses. Il n'y a pas de difficulté. Ils vont rien nous apprendre sur la question de Saint-Denis. On connaît parfaitement Saint-Denis. Moi, j'ai pas besoin de ventriloque pour m'expliquer les luttes qui sont sur Saint-Denis. Il faut pas exagérer non plus. Bon, voilà. Donc, c'est les points de désaccord que j'avais en fait avec en fin de compte Révolution permanente sur certains aspects. Moi, je n'ai pas de problématique en fin de compte sur le fait qu'on puisse avoir des éléments différenciants. Mais bon, à un moment donné, m'expliquer des luttes auxquelles moi j'ai participé. Mais la seule chose que moi c'est que moi, j'ai une posture où je respecte, en fin de compte, celles et ceux qui sont à l'initiative de lutte, et jamais je m'accapare, en fait, les luttes, en essayant d'expliquer qu'en fait, j'y étais, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, qu'on faisait. C'est la seule chose. Après, je pense
que dans l'exercice en fait compte des responsabilités au conseil municipal, peut-être qu'ils vont être étonnants, peut-être qu'ils vont être force de proposition, peut-être qu'ils vont être facilitants, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien. En tout cas, la main est tendue. Le bon soupçon. Ah non, mais je pense que par ailleurs, il y a plein de choses avec lesquelles tu es d'accord. Bien sûr, par exemple, sur les luttes, par exemple, y compris contre les violences policières, sur les luttes, y compris antiracistes et antifascistes, on est là, il n'y a pas de difficulté. Mais moi, le sujet qu'on a, nous, c'est que nous, on a besoin aussi, dans la séquence dans laquelle on est, de faire la démonstration qu'on est capable de gérer la ville et d'être sérieux. Parce que si jamais on loupe ça, c'est pas Révolution Permanente qui sera mise en compte. C'est nous qui serons mis en responsabilité. En revanche, je sais ce que Révolution Permanente dira. Ça, ok, on est comme un Autun, donc c'est ça le sujet. Donc le sujet, c'est que la responsabilité, elle nous incombe à nous de faire la démonstration qu'on est capable de gérer une grande ville. Parce que là, aujourd'hui, la droite, le Parti Socialiste, l'extrême droite, tous nous attendent de dire, d'accord, vous l'avez mis en responsabilité, ok, très bien. Ah ben voilà, le bilan, n'importe quoi. Sachant que c'est une ville qui n'est pas évidente. Voilà, mais si on fait ça, c'est-à-dire que là, l'espoir qui nous a été donné par les habitants, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on repart encore pour 15-20 ans. Ah bah oui, mais c'est pareil en termes de conséquences. Sabrina, je sens que ce sujet t'anime particulièrement quand Valie a commencé à parler. Non, mais écoute, moi je suis tombée sur un militant. Heureusement, j'ai pas été tellement là. Hein. Je suis venue au meeting, etc. Je suis tombée sur un militant de RP. Coucou, si tu me reconnais, parce qu'il m'a pas repéré. C'est vrai que c'était fou, quoi. D'expliquer. Alors moi, je suis pas dionysienne. J'ai de la famille sur ces territoires, comme tu le sais, Bali. J'y suis attachée depuis longtemps. J'y ai pas mal travaillé. De venir comme ça, en grand donneur de leçons gauchiste, nous dire comment Bali doit parler de la police, etc., ou comment il doit axer, en plus, pendant la campagne. Moi, j'ai trouvé ça assez dingue et d'un culot extrême. Voilà. Et c'est pas un truc de premier concerniste, hein, mais si, en fait, finalement, si. Tu viens faire de la politique chez nous, bah pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, t'as déménagé, t'es de là, je sais pas. Puis on vient nous expliquer comment il faudrait gérer la police, etc., à Saint-Denis. Nous, on est de ce territoire-là. Voilà, nous, on est de ce territoire-là. On sait à peu près comment gérer. Moi, je suis militante contre les violences policières. On n'a plus nos preuves à faire. Bien sûr. Bali, il a toujours été de ce côté-là. Donc, venir dire, moi, je vais faire de la surenchère parce que moi, j'ai lu que, ou je sais très bien que, ou l'absolue révolution, ce serait ça, ça va 2 minutes. Après, ça reste des camarades. Bien sûr. Il y a plein de trucs sur lesquels on sera d'accord. Mais là, ce qui m'a particulièrement piqué, comme Bali, c'est, par exemple, l'éventuelle possibilité, avec tout ce vacarme-là, d'être en difficulté face à un Autun. Et ça, j'ai trouvé que c'était en part irresponsable parce qu'il faut avoir vécu dans sa chair ce que c'est que de supporter ça. Et de mettre en péril autant de gens qui sont en difficulté. Je parle des agents, je parle des Dionysiens, je parle de... Moi, en tout cas, j'ai vécu personnellement voilà, ce problème avec la mairie de Saint-Denis. C'est terrible. C'est prendre les choses à la légère. Hein, prendre les choses à la légère avec des trucs un peu oniriques comme ça. Un peu... Alors qu'on est encore qu'en campagne. Oui. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Oui, parce que la victoire n'était pas assurée. La victoire n'était pas assurée. Qui finit bien. Et donc j'étais un peu nerveuse. Après, ce que je disais, c'est mais bien sûr que RP aurait pu rentrer au conseil municipal en s'arrangeant avec Bali avant, ça aurait fait moins. Et est-ce qu'on aurait concédé moins de sièges à RP ? Est-ce que c'est vrai, des camarades ? C'est vrai. Non, mais moi, pour être totalement transparent, la campagne est finie maintenant, mais moi j'ai été la rencontrer, Elsa, y compris pour dire voilà, ok, on a un contexte qui est celui-ci. Ok, on a des différences sur un certain nombre de sujets, mais on peut avoir des nuances, il n'y a pas de problème. Vous avez vos singularités, on sait qu'on a des points de désaccord sur tel ou tel aspect, mais ça n'empêche pas d'accord sur l'essentiel. Et donc, du coup, top ensemble, partons là, et comme ça. Bon. Et assurons la victoire. Assurons la victoire. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas le choix. C'est pas le choix qui a été fait. Bon, après, moi, je respecte. Pas de souci. Mais c'est vrai que je le dis, c'est très bien, c'est heureux. Mais l'histoire a pu s'écrire différemment. Alors, voilà. on aurait gagné quand même au second tour. Parce qu'on serait plus retrouvé. Moins de gueule quand même. KO, oui, un coup KO, c'est-à-dire que le concept d'un coup KO, bon, déjà, il était pour la bancale. Mais ce qui aurait en réalité au second tour, on aurait creusé davantage l'écart. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y aurait même pas Révolution Permanente, n'aurait même pas eu de siège au conseil municipal. Donc voilà. Donc oui, au deuxième tour, ils n'auraient même pas eu. Stratégiquement pour eux, il fallait que tu gagnes. Bah oui. Au second, mais voilà. Mais ça veut dire qu'au second tour. Ils sont très heureux d'y être. Donc, oui, non, c'est très bien. Là, maintenant, on va voir comment tout ça va vivre au conseil municipal, comment les choses vont se faire. Donc, chacun aura un bilan. Mais il ne faut pas se tromper. Faut pas se tromper de combat, quoi. Si l'idée c'est de dire qu'en fin de compte, ceux qui sont, alors bien sûr qu'il y a une opposition, une majorité, mais il y a quand même. Mathieu Hanotin, il est sur une position plutôt à droite, en fait, assumée. Voilà, donc maintenant on a la gauche radicale, donc on va voir comment elle va se comporter. Dans une ville importante avec des enjeux que personne n'ignore.
Non, mais normalement, il devrait être une force. Moi, je pense qu'ils seront une force, par exemple, sur des idées de résistance et tout ça. Il y a plein de sujets sur lesquels peut-être qu'on va se retrouver. Moi, j'ai aucun doute sur ça. Voilà, donc j'espère que sur l'essentiel, on arrivera à se retrouver. Après, les singularités, sur les sujets où on les points de désaccord, on les connaît. Ils sont pour enlever l'intégralité des caméras, nous, on n'est pas sur ça. Ils sont pour supprimer purement et simplement, bien sûr, la police municipale, donc on n'est pas sur ça. Donc voilà, il peut y avoir une notion sur la question du service public qui peut être un peu différenciée chez eux, mais bon, à la limite, ça, encore, on peut s'en accommoder. Puis après, sur le reste, les sujets nationaux, parce que c'est souvent les sujets nationaux dont les débats sont faits, là, forcément, on va se retrouver. Mais nous, on assume le fait de pouvoir, à un moment donné, être rassembleur de l'ensemble de la gauche de rupture, y compris radicale, à l'échelle nationale, pour gagner contre l'extrême droite. Et malheureusement, l'histoire a démontré que Révolution permanente, au niveau national, ils avaient fait le choix de ne pas en être. De ne pas en être, oui. Dans une séquence importante, quand même. Importante. Entre le Parti communiste français qui a fait, lui, le choix de diviser, en présentant une candidature de témoignage pour faire les 2% et compagnie, je ne parle même pas du Parti socialiste, voilà, et Révolution permanente qui, au niveau national, d'ailleurs, il y a une scission du NPA à l'intérieur à cause de ça. C'est dommage. Moi, je pense qu'on a vocation, forcément, je veux dire, au moment où l'extrême droite, et même si on a plein de sujets sur lesquels on peut dire oui, on aurait pu faire différemment, oui, d'accord, mais ça c'est... Mais après, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord sur l'essentiel ? On ne peut pas avoir 150 000 objectifs à la fois. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un objectif ? La lutte antifasciste et antiraciste, et ça, c'est 2027. Si on est d'accord sur ça, il n'y a pas de problème. Oui, mais il faut toujours préciser sur un programme de rupture. Ah ben sur un programme de rupture, parce que forcément. Tu connais la logique qui nous dit, comme il faut battre l'extrême droite, oui, il faut quelque chose de consensuel, il faut quelque chose qui soit de juste milieu, parce que si c'est trop radical, ça va faire fuir les gens, etc. Non, mais la logique de rupture, en fait, la logique de rupture, finalement, c'est une donnée incontestable désormais. Parce que tous ceux qui ont tenté de la contester ont été battus dans les urnes, ont été disqualifiés. Parce que c'est ça, aujourd'hui, la logique de rupture, c'est celle qui se prolonge encore en municipal. Hein. Après les présidentielles, c'est celle qui a été, y compris, portée dans le cadre des européennes. Hein. Donc ça, c'est une donnée qui est incontestable. Ça part gagnant. Oui, ça part gagnant. Mais c'est à la fois, ça part gagnant, mais c'est surtout que c'est cohérent par rapport aujourd'hui à l'aspiration de la population. Oui. Donc voilà. Donc tous celles et ceux... Il y a ce désir de rupture politique. Voilà. Oui. Donc voilà. Et il y a plus ces désirs de rupture que de radicalité incontrôlée. Ah bah oui. Parce que les gens, ils sont pragmatiques aussi à un moment donné. Hein. Voilà. Bah, ils veulent le pouvoir aussi. Ah bah bien sûr. Ils veulent avoir dans leurs mains les moyens vraiment de changer leur situation matérielle. Bien sûr. Ils veulent le pouvoir, mais ils ne veulent surtout pas revivre un quinquennat Hollande où toutes les décisions que la gauche a accumulées par le passé à partir des années 80, avec les renoncements successifs, avec les reniements, avec le ralliement au néolibéralisme, ça c'est quelque chose, on sait que c'est la recette pour le désastre assuré, je veux dire. Ça c'est certain, ça. D'ailleurs, en fait, cette semaine, on a eu le lycée de Lionel Jospin, qui est une figure quand même importante, tu vois, de cette espèce de... D'autant plus importante que justement, qu'une certaine intégrité morale a servi de caution pour les renoncements et les tournants droitiers. Non, il y a un vrai sujet. Et puis après, et c'est en ça que la démarche, y compris de la France Insoumise en général, est un peu le garde-fou de ça. Parce que clairement, si la France Insoumise renonce à ça, c'est terminé. Hein. Il y a plus, c'est fini. La gauche retrouve en fin de compte les résultats qu'on a connus, c'est terminé. Hein. Voilà, donc la digue, elle est importante. Hein. Même si on prend des coups de banane et compagnie, cela, le candidat aujourd'hui le plus en capacité de pouvoir. Alors après, on peut travailler sur la manière dont il peut présenter les choses. Hein. Je veux dire, on va continuer à discuter avec Jean-Luc pour avoir je vais lui donner ma technique et on va voir si ça marche. Je joue au basket. Ouais, voilà. Du coup, il n'est pas ton école, là, au niveau... Ah non, mais là, c'est pas la même génération. Après, il ne porte pas la même chose. Il ne parle pas la même chose non plus, tu vois. Mais je pense que... Le sujet, moi j'ai l'intime conviction, il peut y avoir des erreurs politiques, mais aujourd'hui, on a un candidat qui est aujourd'hui vraiment en capacité de confirmer les choses en 2027. Et moi je pense qu'il faut quasiment mettre l'ensemble de nos énergies dedans pour essayer que ce soit une réussite. Voilà. Et ça c'est possible en 2027, j'en ai une intime conviction. Bon, eh bien, on va devoir terminer, puisque tu as maintenant un emploi du temps, pas de ministre de maire. J'espère que c'était plus sympa et instructif pour toi que là, c'était vachement plus intéressant qu'à la maison, là. BFM, CNews et tout. Bon, alors tu nous promets de revenir. Non, mais oui, moi je vais, moi. Ils en prennent la graine. Oui, que tu reviennes dans quelques temps quand vous avez bossé à Saint-Denis avec ton équipe. Bien sûr. On pourra faire un bilan. On te remercie. Toute l'équipe te remercie. Le chat aussi te remercie. Je pense qu'ils étaient très contents que tu sois là. Félicitations encore. Ouais, encore félicitations.
C'est une belle victoire. Hein. Merci. Merci aussi à Yazid, à Sabrina, à Statis. Et on te dit bon courage, force à toi. Merci. Hein, merci de l'invitation. Et à bientôt. À bientôt.